Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le numéro 3 de 100% Frontières avec Eric Tegner. Bonjour Eric. Bonjour Gauthier. Bonjour Sabrina Medjeber. Bonjour Gauthier. Yvan Rioufol, Jules Torres, Gauthier. bonjour messieurs. Et Nicolas Pouvourmonti de l'Observatoire de l'immigration. On va revenir sur vos chiffres dans un instant avec à la une la hausse de l'immigration provenant de l'Afrique subsaharienne de plus de 150% en 20 ans. C'est au sommaire de 100% Frontières. Comment vous êtes venu en France? Au bateau. Vous avez payé quelqu'un pour prendre le bateau? Oui, bien sûr. Vous vous souvenez de la somme? Combien vous avez payé? 4 000 €. Et là, vous voulez aller où? Dans quel pays? Moi, je vais aller en France. En France? Pourquoi en France? D'abord, je pratique le football. C'est un peu aussi là où il y a l'aide sociale. Peut-être violente contre le racisme, mais voilà. Mais pourquoi les Français, eux, quand c'est leur mort à eux, Quentin, ils brûlent pas, ils chassent pas, et quand c'est Naël, c'est l'inverse? Ben, c'est aux Français de faire ça. Nous, il n'a pas qui l'a fait pour nous. Voilà pour le sommaire de 100% Frontières, épisode numéro 3. Mais tout de suite, c'est le journal de Somaya Labidi. Bonjour Somaya. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. À la une de l'actualité, quelques heures seulement avant le vote solennel aujourd'hui à l'Assemblée, Maude Bréjon a estimé à titre personnel que la proposition de loi sur la fin de vie qui crée un droit à l'aide à mourir va trop loin. Le texte ouvre une boîte de Pandore et ne pose pas les limites suffisantes pour prémunir la société des dérives, a déclaré la porte-parole du gouvernement. La valse des politiques se poursuit aussi à Porte de Versailles à Paris. Après Bruno Retailleau hier, aujourd'hui c'est Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui arpente les allées du Salon de l'Agriculture et qui précise qu'aucun produit issu du Mercosur n'intégrera les cantines de sa région. À la une également, syndicats et patronat entament le dernier jour d'une négociation sociale sensible sur les règles des ruptures conventionnelles. Objectif, trouver un accord pour faire économiser au moins 400 millions d'euros à l'assurance chômage sur ces fins de contrat à l'amiable que le gouvernement juge trop coûteuses. On poursuit ce journal avec le premier féminicide de l'année dans la Somme. Une femme d'une trentaine d'années a été tuée par arme à feu dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Quentin-la-Motte-Croix au Bailly. Le compagnon de la victime a été interpellé et placé en garde à vue. 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024 contre 96 en 2023 selon les dernières données disponibles de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Et puis, depuis aujourd'hui, les visiteurs de plus de 80 pays, dont les États-Unis et le Canada, devront obligatoirement présenter une autorisation de voyage électronique pour entrer sur le territoire britannique. Document numérique payant destiné à renforcer la sécurité aux frontières du Royaume-Uni et qui a été introduit pour les ressortissants européens début avril 2025. Merci beaucoup Somaya, on vous retrouvera pour le traditionnel journal de midi. Nicolas Pouvourmonti, vous alertez donc dans les colonnes du Figaro. En France, le nombre d'immigrés originaires d'Afrique subsaharienne a augmenté de 150% depuis 2006. Et Eric Tegner, vous êtes allé il y a quelques mois sur justement la route des migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et on va commencer par des témoignages exclusifs de passeurs qui jouissent économiquement de cette immigration, qui se font de l'argent sur le dos des migrants qui sont, on l'a dit souvent, ils font de la traite d'êtres humains. Ils font de la traite d'êtres humains, ils mettent beaucoup trop de personnes sur des embarcations beaucoup trop petites. Et donc, on sait évidemment que la Méditerranée s'est transformée en cimetière. Voyez l'extrait de ce passeur sénégalais. Il explique que les clandestins viennent en France pour les aides sociales. Ils peuvent également se faire soigner gratuitement. Il conclut en expliquant que l'immigration ne s'arrêtera jamais. Je m'appelle Abdoulaye Sall. Métier passeur bi métier la bi nga xam ni mu ci duggee dañ ci dugg accidentellement rek. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent aller en Europe, précisément en France? Et pourquoi? Bon li ko fi ñu toll moom en France fii yëpp rêvé ñun di rêvé génn Afrique je parle pas du Sénégal damay wax ci Afrique ñëpp rêvé nañu génn dem surtout bu gars yi bëgg nañ dem France parce que maanaam bu ñu fa demee foofu au moins tu seras bien traité waaw que fii. Vous êtes au courant qu'en France, il y a des aides sociales, par exemple? Oui loolu nee ko loolu dégg nañ ko parce que am nañu ay copains yoo xam ne ci gaal gi la ñu jaare woon après France lu mu mujjee am naa ñu nekk ay Montpellier ñu nekk Nantes ñoo xam ni liggéey bii la ñu nekkoon doon def mais bi ñu demee am nañu chance dugg. Et tu penses que ça pousse des Sénégalais à se dire on veut aller en France, ça les motive? Oui, de jour en jour chaque jour que je fais moom loolu rêve la jamais ça.
Alors, c'est très intéressant parce que quand on avait des ministres de l'Intérieur de droite, notamment Bruno Retailleau, il parlait des pompes aspirantes. Il disait qu'il faut arrêter avec les aides sociales, avec l'aide médicale d'État. Et on lui disait, tout ça, c'est du fantasme. Vous pensez vraiment que les migrants, ils viennent en France pour se faire soigner gratuitement? Ils sont là pour fuir la misère et des régimes autoritaires. Là, c'est un passeur sénégalais qui n'écoute pas Bruno Retailleau du matin au soir sur les chaînes info, qui reprend ce discours. Donc ça change évidemment le regard qu'on peut avoir sur les raisons pour lesquelles les migrants viennent en Europe et en France. Oui, tout à fait, Gauthier. Alors c'est vraiment un témoignage inédit. Moi, je connais bien les routes migratoires parce que je me suis rendu en Mauritanie, au Sénégal, en Tunisie. J'ai fait la route également de Lampedusa ou encore des Canaries. Et c'est très rare d'avoir un passeur qui nous explique très concrètement comment se passe son travail. Ce passeur, il s'appelle Abdoulaye. Il est passeur depuis 2006, c'est-à-dire depuis la crise des pirogues au Sénégal. C'est près d'une vingtaine d'années dans ce métier, j'ai envie de dire. Donc il a vu des milliers de gens. Il a fait venir des milliers de gens en France et en Europe. Et en effet, ce qu'il dit est très clair. Il dit qu'au Sénégal, eh bien, lorsque tu dois aller à l'hôpital, tu dois payer. Déjà, l'hôpital, il n'est pas forcément en très bonne santé, alors qu'en France, tu ne payes pas. Donc c'est une évidence que la connaissance par ces migrants qui sont, pour une grande partie, francophones, des soins médicaux qui sont apportés en France, notamment à travers l'aide médicale d'État, aujourd'hui est parfaitement connue par ces migrants. Donc c'est sûr que quand on entend dans le même temps des responsables politiques qui nous disent que non, ils ne viennent pas pour ces raisons, c'est assez surprenant. Et l'autre élément qu'il nous dresse, Abdoulaye, c'est le fait que ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire cette sensation, moi quand j'étais rentré de ce reportage, je me suis dit je ne sais pas comment on va faire. C'est-à-dire que de toute façon, il y a quelque chose qui fait que la crise migratoire, elle est devant nous parce qu'il y a une explosion démographique aujourd'hui dans le continent africain. Ce sont de plus en plus également de mineurs qui cherchent à venir en Europe et on sait comment notre droit en termes migratoires est très difficile sur les mineurs. Les mineurs, on ne peut pas aujourd'hui documenter lorsqu'on est journaliste sur eux, on ne peut pas évidemment pas les expulser aujourd'hui. Et donc quand près de 50% du continent africain aujourd'hui est promu par des mineurs, ça pose des questions pour les années à venir. Nicolas Pouvremonti, puisque vous alertez donc sur la hausse de 150% en 20 ans de l'immigration en provenance de l'Afrique subsaharienne, vous partagez ce qu'a dit Éric Tegner. C'est très frappant le témoignage de ce passeur. Ça vient mettre à mal bien des commentaires politiques. C'est certain, il y a vraiment deux choses frappantes effectivement dans le témoignage recueilli par Éric. D'une part, l'effet d'appel d'air dont on dit souvent qu'il n'existe pas. Voilà. Or, il est documenté y compris par les rapports d'organismes d'État. Il y a de ça 5 ans, l'Inspection générale des affaires sociales avait estimé qu'un quart des migrants irréguliers en France citaient les soins parmi les motifs de leur migration. J'évoque les soins parce que ça fait partie des facteurs cités par ce passeur. Et puis il y a un deuxième élément qui est effectivement le caractère très structurel de cette hausse de l'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne. C'est une hausse qui ne va pas se tasser ni encore moins s'inverser naturellement parce qu'il y a fondamentalement deux grands déséquilibres qui vont perdurer pour au moins un siècle. D'une part, un déséquilibre économique, un déséquilibre des niveaux de vie. Le PIB par habitant au Mali, il est 50 fois inférieur à celui de la France. Le même constat vaut pour beaucoup de pays de cette zone. Et un déséquilibre démographique qu'évoquait Éric. D'ici à 2100, à la fin du siècle, on estime qu'il y aura environ la moitié des naissances dans le monde qui auront lieu en Afrique subsaharienne. Et déjà aujourd'hui, quand vous prenez les pays du monde qui ont le plus fort indice de fécondité, la majorité sont des pays d'Afrique francophone. 6 enfants par femme au Mali, 6 enfants par femme en République démocratique du Congo. Là, vous dites un peu ce que dit Nicolas Sarkozy souvent, la crise migratoire n'a pas commencé. Non, exactement. Elle n'a pas. Alors, elle a commencé, mais en tout cas, elle est loin d'avoir atteint son zénith. Et dans le siècle qui vient, la crise migratoire sera une crise de l'immigration d'Afrique subsaharienne, parce que c'est la seule région du monde qui va continuer à avoir beaucoup d'enfants. Vous voyez, même si on prend le Maghreb, la Tunisie et le Maroc sont déjà passés sous le seuil de renouvellement des générations. Ça n'est pas du tout le cas dans cette région du monde. Et donc, il faut effectivement anticiper ces flux qui n'ont aucune raison de se calmer par eux-mêmes. Un deuxième extrait, Éric Tegner, de ce fameux passeur Abdoulaye qui explique le mode opératoire et l'itinéraire emprunté par les clandestins qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Combien ça coûte? Est-ce qu'il peut nous expliquer précisément comment il fait ce métier-là? étape bi du dara lu dul rencontre ay rencontre la rek quoi ay nit yu toog bëgg gis dara bëgg dara toog waxtaane ko ñuy dem dañuy habillé wu dañuy mel na kuy dem géej. Et ils sont combien par bateau? Des fois ci pirogue la du bateau gaal la des fois mën nañu nekk 200. Des fois ça dépend ne ko ñun bu ñu jógee Ndar c'est très normal ñu laal géeju Mauritanie après géeju Mauritanie beneen cap la ñuy defaat muy Nouadhibou après Nouadhibou direct beneen cap direct la ñuy jël Espagne direct la ñuy jël
Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui veut partir. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de monde qui veut partir. Donc il y a les passeurs qui ont un rôle affreux dans cette histoire, mais il dit qu'il y a beaucoup de monde qui veut partir. C'est ce qu'il disait, ça s'arrêtera jamais. Il y aura toujours une très forte demande pour partir et venir en Europe. Oui, tout à fait. Et je vais même vous prendre à contre-pied. Aujourd'hui, on cible beaucoup les passeurs de migrants, comme si c'était les grands méchants et que c'était les seuls responsables. La vérité, c'est que c'est dans tout un écosystème. C'est-à-dire qu'on va voir comment la France et l'Union européenne payent, par exemple, les pays africains, les gouvernements africains, pour qu'ils empêchent les départs. La vérité, c'est qu'il y a une forte corruption. Moi, ce que j'ai constaté notamment en Mauritanie, on va voir dans des villes des bateaux avec près de 200 migrants à l'intérieur. Évidemment que la police est censée les voir, mais ils les laissent partir. Ils vont libérer les passeurs. Les passeurs en Afrique, ils sont condamnés normalement à 10 ans de prison, mais ils ne font jamais 10 ans de prison parce qu'ils payent et au bout de 2 jours, ils quittent la prison. Donc c'est un phénomène où nous, on donne de l'argent. Étant donné que la question migratoire n'est pas importante pour la Commission européenne, dans le fond, ça n'est pas grave, on ne contrôle pas. Et il y a un autre élément dans le passage précédent qui est intéressant, c'est qu'Abdoulaye, le passeur, il parle de Nantes et il parle de Montpellier. Il connaît bien la cartographie de la France. C'est incroyable. Ça en dit long, mais c'est un grand phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le phénomène qui fait qu'il y aura de plus en plus d'Africains subsahariens en France, c'est le phénomène des diasporas. Moi, les migrants que je pouvais interroger, je leur disais, parce que c'est pas évident, évidemment, d'être migrant aujourd'hui, mais c'est pas dur pour vous de quitter vos familles. Et qu'est-ce qu'ils me répondaient? Ils me disaient non, je rejoins ma famille. On se retrouvait avec des migrants qui me disaient, moi j'ai mon frère, ma sœur qui sont déjà partis, et aujourd'hui ma mère, elle me dit que je suis un raté parce que je n'ai pas tenté la traversée. Et certains me disent, moi je vais plutôt attendre le regroupement familial ou le visa étudiant, et ceux qui finalement vont faire la traversée, eh bien ce sont ceux qui vont être d'une certaine façon les plus courageux. Ce sont des entrepreneurs de la traversée. Et cet écosystème, pour terminer, du passeur, le passeur il est obligé de payer tout le monde, le policier, etc. Il explique même qu'il doit payer les rites rituels, notamment les rites musulmans au Sénégal. Vraiment, c'est un autre de monde. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement que les passeurs, c'est nous. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive aux Canaries, moi je l'ai vu aux Canaries, ils arrivent tout de suite, c'est la Croix-Rouge qui les prend en charge. Frontex qui est présent sur place, c'est uniquement pour contrôler que les droits humains sont respectés. Ils sont mis dans des bus, puis installés dans un camp pendant 2 jours, puis mis en avion et débarqués en Espagne. Et ensuite, grâce aux nouvelles directives européennes, répartis dans nos villages français. Ça veut dire quoi? Ils doivent payer les rites C'est-à-dire avant la traversée, étant donné que c'est dangereux de traverser, eh bien, vu que c'est une population qui va être musulmane, ils vont faire des rites musulmans et donc ils vont devoir payer aussi. Yvan Rioufol, quel regard vous portez sur ce qu'on vient de présenter comme constat? J'ai envie de poser la question interdite, c'est-à-dire est-ce que la France est en droit ou non de faire obstacle à cette immigration de peuplement? Ou de la même manière, est-ce que l'Afrique est en droit de faire obstacle à une immigration européenne si elle devait avoir lieu? Or, on se rend compte aujourd'hui que l'impact idéologique est tel que, en tout cas, les autorités françaises et la France elle-même est désarmée idéologiquement. C'est-à-dire que tout pousse, en effet, à poursuivre ce grand remplacement, qui est revendiqué d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Quand il parle de grand remplacement de génération, c'est faux. On parle là d'un grand remplacement d'un peuple, d'une civilisation et de nations. Et donc, est-ce que l'on a le droit de s'opposer à ceci ou pas? Pour l'instant, tout est interdit. C'est-à-dire que l'idéologie antiraciste est telle qu'elle vous interdit, sauf à applaudir effectivement ce grand remplacement. Et dans ce cas-là, tout le monde dira qu'effectivement une contre-colonisation viendrait rééquilibrer la colonisation passée de la France. Mais si vous avez le malheur de dire que effectivement une immigration africaine massive risquerait effectivement d'édulcorer et d'effacer la civilisation européenne et singulièrement la civilisation française, immédiatement, nous risquons d'être attaqués pour racisme, discrimination. C'est pour ça que vous faites des prétéritions et que vous ne le dites pas. Et donc, vous dites si je le disais. C'est pour ça que je le dis quand même. Et donc, simplement, il faut, si vraiment nous sommes attachés effectivement à la pérennité et à la pérennité historique de la civilisation française notamment, mais de la civilisation européenne, il va falloir poser le problème de savoir si oui ou non, à un moment donné, l'Europe est en légitime défense, si je puis dire, face à une immigration qui devient une immigration invasive et qui est problématique pour la pérennité existentielle, en tout cas, de notre culture. Quand on parlait des passeurs, on a cité le rôle terrible le rôle funeste que jouent les passeurs. Il assume très bien face à votre caméra, Abdoulaye, ce passeur sénégalais, que quand il y a 15 bateaux qui partent, il y en a 8 qui arrivent. Les autres échouent, quasiment 1 sur 2. Voyez donc cet extrait. Est-ce qu'il peut nous expliquer combien il y a de bateaux qui partent en fait toutes les semaines, tu vois, qu'on ait une idée du nombre de personnes qui partent, du nombre de bateaux qui partent, et ensuite de combien arrivent à destination et combien sont repoussés? Bon, loolu moom mënuñu ko xam mais daal ñun yi ñuy def yëpp presque 15 lañ daan demee par 15 convoi de 15 lañ daan demee. lañ daan génn 15. waaw mais 15 des fois 8 yi arrivé li ci des chèque. Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui veut partir jusqu'à présent.
Il y a beaucoup de monde qui veut partir. Il y a beaucoup de monde qui veut partir. Éric Tegner, c'est très frappant. Hein. Un bateau sur 2 qui va échouer. Oui, parce qu'il y a ceux qui malheureusement vont évidemment tomber en mer, il y a ceux qui vont être arrêtés par la police. D'ailleurs, Abdoulaye, il avait été fiché par les autorités espagnoles, donc aujourd'hui, il ne peut plus s'occuper de la traversée. Moi, j'ai une question pour vous, Nicolas Pouvremonti. Moi, je suis ressorti de ce reportage, vraiment, je vous le disais, assez catastrophé en me disant comment on va faire, quelles sont aujourd'hui les solutions et est-ce que la France finalement au cœur de l'Union européenne n'est pas encore plus attractive que les autres pays, ce qui va provoquer un effet exponentiel? Elle l'est très clairement à la fois par le genre de dispositifs sanitaires et sociaux qui n'existent que chez elle, l'aide médicale d'État, le droit inconditionnel à l'hébergement des clandestins. Elle l'est aussi, vous l'évoquiez, du fait des phénomènes de diaspora, parce que d'ores et déjà, la France accueille de loin l'immigration la plus africaine d'Europe, 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des natifs d'Afrique dans le total de la population immigrée. Et d'ailleurs, quand on voit les motifs d'arrivée de ces immigrés en France, ce sont essentiellement des motifs familiaux ou humanitaires, c'est-à-dire le droit d'asile. Et lorsqu'ils sont en France, ces immigrés, la question de l'intégration est vraiment béante, parce que globalement, ils viennent de sociétés marquées par ce qu'on appelle un faible niveau de développement humain. Donc le développement humain, c'est à la fois le développement économique, mais c'est aussi, hélas, la défaillance des systèmes d'éducation et de santé. Et à quoi ça aboutit? Ça aboutit, par exemple, lorsque le taux de chômage des immigrés d'Afrique subsaharienne en France soit le double de celui des Français sans ascendance migratoire. À la 2e génération, c'est même le triple des Français sans ascendance migratoire. Donc c'est une difficulté qui perdure. Ça conduit aussi, cette sous-intégration dans l'emploi, à une surprévalence de la consommation des dépenses sociales. L'exemple archétypal, c'est vraiment le logement HLM. Les immigrés d'Afrique subsaharienne sont en proportion les plus nombreux dans les logements sociaux en France. Vous avez 57% des immigrés maliens ou sénégalais, par exemple, qui vivent en logement social. Et donc, ça, en vérité, pour finir de répondre à votre question, l'immigration d'Afrique subsaharienne, elle dévoile toutes les faiblesses de notre absence de politique migratoire en général, c'est-à-dire très forte concentration démographique, incapacité à choisir le nombre comme le profil des immigrés qu'on reçoit, impact négatif sur les finances publiques. Et donc, elle appelle évidemment, pour elle-même, mais comme pour le reste de notre politique migratoire, à retrouver une capacité de contrôle, ce qui est un chantier gigantesque, mais qu'il faut évidemment entreprendre. Alors, on a écouté les passeurs, on va écouter les migrants. Et ils donnent les raisons pour lesquelles ils viennent en Europe et en France. Et là, vous voulez aller où? Dans quel pays? Moi, je veux aller en France. En France? Pourquoi en France? Parce que là, en France, c'est un pays de rêve depuis longtemps. C'est là où je pratique le football. C'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale, plus que dans tous les pays. Donc pour les aides sociales aussi? Bien sûr, ouais. Donc là, on vous reparle des aides sociales, Éric Tegner. Oui, là, j'étais à Lampedusa, donc c'est assez fou. C'est-à-dire que c'est de lui-même qui va me parler des aides sociales. Hein, pour j'ai envie de dire, les bonnes âmes bien intentionnées de gauche qui pourraient dire oui, mais cet homme-là, peut-être qu'on l'a forcé. Il est au milieu de plein d'autres migrants. Il est en voie justement d'être amené sur le continent européen. Et de lui-même, il va expliquer ça. Il y a un élément important, il parle de rêve. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les populations africaines, c'est un véritable rêve d'aller en France et d'aller en Europe. Et là-dessus, il y a une part de mensonge et une part de responsabilité des responsables. Je pense par exemple oui, parce à que Anne quand Hidalgo. vous terminez à Porte de la Chapelle sous le métro, le rêve, il prend fin. Hein. Mais totalement presto. Hein. Mais il prend fin et derrière, il y a du ressentiment immense. C'est-à-dire qu'on va, et je crois qu'on verra une séquence tout à l'heure à ce sujet, on va voir des migrants qui en Afrique aiment la France et une fois arrivés en France, détestent la France. Aussi parce qu'il y a des associations qui vont les prendre en charge en leur disant attention aux policiers, ils sont racistes. Donc là, la question des aides sociales est importante. Et ce migrant, qu'est-ce qu'il m'a dit également plus tard? Il m'a dit oui, j'ai appris ça à la télévision. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde où l'Afrique, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les réseaux sociaux. Alors que vous savez, les premiers à faire la promotion de l'immigration, ce sont justement les diasporas qui vont faire de nombreuses vidéos sur TikTok. À la télévision les aides sociales en France. C'est-à-dire qu'il y a des reportages. Dans son pays, à la télévision, tout à fait. Les aides sociales qu'il y avait en France. Exactement, c'est ce qu'il a dit à mon micro. Et ensuite, c'était partagé sur les réseaux sociaux. Jules. Oui, puis vous avez plein d'associations qui sont des associations pro-migrants en France, qui ont des sites internet, qui ont des réseaux sociaux, qui ont un certain nombre de relais dans les pays africains pour leur expliquer quelle voie de passage traverser, quelle association contacter. C'est 1 milliard d'euros chaque année, vous savez, pour ces 1000 associations pro-migrants. Donc il y a aussi, Yvan Rioufol avait raison de le dire, le pouvoir du nombre, mais il y a aussi un pouvoir de l'argent. Le trafic de migrants aujourd'hui est l'un des trafics et l'un des business criminels les plus lucratifs du monde. Europol, Interpol, l'ONU s'accordent pour dire que c'est 5 à 7 milliards d'euros chaque année en chiffre d'affaires pour cela. Et c'est évident, quand vous avez un bateau pneumatique qui coûte entre 1 500 et 3 000 euros, que vous mettez 50 migrants, que vous faites payer entre 3 et 6 000 euros, vous arrivez très vite à 150 000 euros pour une seule traversée. Donc évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement lucratif qui se fait encore une fois sur le dos
non seulement de personnes, mais sur le dos de rêves. Et c'est aussi pour cela que les autorités ne sont pas assez fermes et fortes sur cette question du trafic de migrants. Et on voit comment certains pays du Maghreb traitent les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ils les renvoient dans le désert. Et donc, vous avez un migrant d'Afrique subsaharienne qui vous dit qu'il ne craint pas tant le racisme en Europe, qu'il craint plutôt le racisme au Maghreb. Voyez cette séquence. En Algérie notamment. Parce que les Tunisiens, ils sont racistes. Ah bon, franchement, ça, on peut dire ça, ils sont racistes. Tous les pays du Maghreb. Les pays Algérie, Tunisie, tous les pays Maghreb. Mais pourtant, on dit souvent que c'est les Blancs et les Européens les racistes. Ça, on ne connaît pas d'abord. On connaît pour les Maghreb. Ça, c'est très intéressant, Sabrina Medjeber. On a vu comment certains du pays du Maghreb ont traité les migrants d'Afrique subsaharienne. Ils les ont envoyés dans le désert. Il y a eu des dizaines de morts. Je n'ai pas entendu beaucoup d'associations pro-migrants s'en inquiéter chez nous, en Europe, en France. Oui, en effet, il y a des études qui le démontrent, et notamment en Algérie. Les migrants sont renvoyés, grosso modo, manu militari, vers leur pays d'origine. Et là, en effet, il n'y a pas d'association droits de l'hommiste, il n'y a pas d'ONG humanitaire présente pour traiter cette question. Et nous n'entendons pas les diasporas ici en France parler de violences policières ou de racisme systémique en l'état. Ça, c'est une évidence. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été dit d'un point de vue structurel, d'un point de vue législatif, il y a aussi une considération qui est très importante à prendre en compte, c'est la considération culturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, les élites croient pouvoir dissoudre toutes les cultures dans une espèce de bain européen, national et international. Et on le voit malheureusement de Malmö en Suède, à Molenbeek en Belgique, à Londres, en Grande-Bretagne ou à Paris. On le constate, cette fragmentation culturelle, malheureusement, elle se matérialise. Pour quelle raison ? Parce que les élites ont un impensé. Les élites pensent que les personnes qui traversent les frontières arrivent sans bagage culturel, sans filtre idéologique, sans allégeance idéologique. Elles arrivent malheureusement avec des représentations de l'homme et de la femme. Elles arrivent avec une religion et ses codes. Elles arrivent avec une structure de parenté. Je pense notamment à l'endogamie. Les travaux de Michel Tribala le démontrent très bien. Et donc tout ça mène malheureusement à ce que Didier Lesky a expliqué lors de son interview auprès de la Fondapol et auprès de Dominique Régnier, sur les 100 000 Afghans. Il parle de problèmes d'intégration culturelle. Évidemment qu'il y a un choc anthropologique entre des normes qui sont préservées et qui sont incompatibles avec la société française dans son entièreté, dans son histoire et son identité. Nous accueillons sur le plateau Jordan Florentin. Bonjour Jordan, puisque nous avons commencé donc avec l'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne. C'est le début de la chaîne avec les passeurs, avec un bateau sur deux qui échoue. Et puis évidemment, il y a des centres d'accueil en France. Vous êtes rendu dans un centre d'accueil dans le 15e arrondissement qui fait polémique auprès des riverains. On va commencer par écouter ce clandestin qui explique être arrivé à Paris via un passeur. Il a payé 4 000 € et aujourd'hui, il est donc logé dans ce centre d'accueil. C'est bien cela ? En tout cas, il y a des liens entre effectivement cette immigration que tu as pu voir, Eric, et qui termine ensuite dans les rues de la capitale, effectivement. Donc ça, c'est un migrant qui dort dans le centre d'accueil du 15e arrondissement. Effectivement. On l'écoute. Comment vous êtes venu en France ? Au bateau, c'est ça, en vérité. Vous avez payé quelqu'un pour prendre le bateau ? Oui, bien sûr. Un passeur ? Ouais. Vous vous souvenez de la somme, combien vous avez payé ? 4 000 €. Vous êtes plusieurs dans ce cas de figure, ici, à être venus en payant des passeurs et à être ici, au final, dans le 15e arrondissement de Paris ? Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup des Africains. Donc on voit que c'est une véritable chaîne, Yvan Rioufol, qui commence en Afrique, Maghreb, Afrique subsaharienne, passe par les passeurs, un bateau sur deux qui échoue, alors que ces migrants ont payé, vous voyez, des sommes d'argent très importantes, 4 000 €, et ça se termine en centre d'accueil au cœur de Paris, pour le mieux, parce que ça peut se terminer, quand vous n'êtes pas logé dans un centre d'accueil, sous le métro. Oui, bien sûr, et on assiste à ce paradoxe d'une France extrêmement généreuse qui, au bout du compte, quand ces populations-là les auront rejoints, sera traitée de raciste par ces mêmes populations qui seront incitées par les associations subventionnées par l'État à considérer qu'en effet, cette France-là est une France dégoûtante et une France raciste. Donc il faut vraiment s'interroger sur la vacuité intellectuelle qui maintenant laisse à penser que chaque peuple, chaque civilisation serait remplaçable, serait indifférenciée. Et là, nous sommes dans les aberrations d'une société matérialiste, une société de la consommation qui pense que chaque individu, peu importe son origine, est un consommateur en puissance qui pourra consommer des vols low cost ou du Coca-Cola, etc. Et que cela pourra donc payer nos retraites. Donc il faut vraiment faire un effort de réflexion élémentaire, dans le fond, pour poser la question encore, une autre question interdite, qui est de savoir si oui ou non il existe un choc de culture et un choc de civilisation. Il en existe un à l'évidence.
d'autant plus quand ce choc de culture et de civilisation provient d'une civilisation islamique qui, par définition, et en tout cas à travers les âges, s'est heurtée très systématiquement à la civilisation occidentale et singulièrement à la civilisation française. Or, ceci est indicible, sauf sur des plateaux de télévision qui encore veulent bien écouter cela, mais c'est indicible de la part de l'intelligentsia, de la part de toutes les structures de surveillance de la parole. Or, c'est ceci qui va nous tuer. Et vous avez commencé à pointer cela du doigt. Éric Tegnér, il y a une question démographique, il y a une question, on n'arrête pas d'en parler, notamment le soir, depuis de nombreuses semaines dans 100% politique, de la natalité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait aussi peu d'enfants en France et on a des records d'immigration en provenance de l'Afrique subsaharienne notamment. Donc au bout d'un moment, les courbes vont se croiser. Oui, moi, c'est ce qui me surprend à chaque fois, c'est que depuis une quinzaine d'années, ceux qui vont parler, par exemple, du grand remplacement, vont être décriés en disant oui, mais ce sont des complotistes finalement. Ça n'est pas un projet. Si ça n'était peut-être pas un projet aujourd'hui, en tout cas, ça a l'air d'être un projet qui est totalement assumé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous parler effectivement de cette baisse de la natalité en France, la réponse, c'est l'immigration. On va vous dire que finalement, au moins, il n'y aura pas de thématique d'immigration, de formation, pardon, pour ces migrants qui vont venir, parce que soi-disant, ils sont déjà formés. Ensuite, parce qu'ils vont travailler. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a en France près d'1,4 million d'étrangers qui sont inactifs, une surreprésentation du chômage dans ces populations. Donc c'est en effet cet enjeu démographique. Mais le problème, c'est qu'on a la sensation, effectivement, que de toute façon, nos élites en ont un peu rien à faire, de toute façon, de l'identité française et de l'identité européenne. Alors écoutez cette habitante que vous avez interrogée, Jordan Florentin, du 15e arrondissement, qui témoigne de l'insécurité présente dans le quartier. Depuis l'arrivée de clandestins, elle explique que le maire du 15e n'a pas pris ses responsabilités en écoutant l'alerte lancée par les habitants. Moi, j'ai entendu des trucs là-dedans. Sur ce foyer? De quelle nature? Des trucs, ils se tapaient, ils attendent, les loupards d'ici s'en vont chez eux, ils attendent la nuit tombée, et puis après ils partent tous en escalade pour esquinter tout le monde. On lui a parlé qu'il y avait des problèmes de sécurité. On lui a parlé, il n'en avait eu rien à foutre. On le sentait que ce quartier le gênait. Parce que ce n'est pas les mêmes gens qui vivent ici qu'en bas. C'est honteux ce que j'ai vu. Avant qu'on écoute Jules sur ce centre d'accueil, Jordan Florentin, on voit l'inquiétude donc de ces habitants que vous avez interrogés. Oui, et puis elle dit quelque chose de très intéressant à retenir. Elle parle de ségrégation sociale. Elle dit nous ne sommes pas traités de la même façon dans le sud du 15e arrondissement quand on est vers le 14e que dans le nord, vers la mairie et vers Vaugirard, où on sent bien que le maire, il y a un deux poids deux mesures. Et surtout, il faut noter aussi que cet établissement, il est financé par de l'argent public, que ce soit par la région Île-de-France de Valérie Pécresse, par l'État, par les APL, c'est-à-dire par nos impôts. Et à l'intérieur, pour l'avoir visité, vu de mes propres yeux, c'est absolument délabré. Ils vivent dans des conditions épouvantable. C'est-à-dire que les migrants qu'on voit en Afrique, que Eric a pu documenter, qui viennent juste en France, sont ensuite placés dans des conditions, il faut le dire quand même, d'insalubrité, d'insécurité, crée aussi l'insécurité et la dégradation dans le quartier. Moi, j'ai vu un SDF dormir dans les parties communes, dans l'accueil. Et il y a juste à côté une ancienne cour d'école qui est complètement à l'abandon. Vous avez un marché juste en face où il y a des inondations, de la pluie. Tout le quartier est dégradé. Et en plus, on l'a vu à l'intérieur, une salle de prière qui est autorisée par l'association. Il y a une salle de prière, mais on a du public extérieur qui vient aussi dans ce foyer, qui devient un nœud, en fait, de problématiques qui touche, qui impacte l'intégralité du quartier. Jules Torres, vous vouliez parler de ce centre d'accueil et des associations pro-migrants. Oui, parce que cette association, on en parlait tout à l'heure, vous savez que les associations, c'est 1 milliard chaque année. Et là, on parle de l'association Coalia, qui est perfusée d'argent public. Il y avait d'ailleurs eu un rapport de la Cour des comptes en 2024 qui pointait la très mauvaise gestion, parfois des détournements de fonds dans cette association. Et vous savez que c'est 150 millions d'euros chaque année pour cette association Coalia, qu'il y a 4300 salariés, qu'il y a 755 établissements et qu'évidemment, ils sont pointés du doigt, ces centres d'accueil, parce que, d'abord, en effet, Jordan l'a dit, il y a des conditions qui sont parfois, malgré l'argent public, complètement insalubres, qu'il y a parfois du détournement de fonds publics, qu'il y a parfois des emplois fictifs, qu'il y a un vrai sujet, notamment, par exemple, autour des voitures de fonction dans ce genre d'association qui avait été pointé par le rapport de la Cour des comptes. Donc, on voit très bien qu'on dépense beaucoup d'argent pour ces associations, mais qu'on ne sait pas vraiment où part cet argent. Éric Tegnér. Et l'immense paradoxe, c'est que, vous savez, ces dernières semaines, on a dit qu'on avait un budget très serré, qu'il fallait que les Français fassent des efforts, qu'on n'avait plus d'argent dans la caisse. Eh bien, le budget consacré à l'accueil et à l'asile et à l'hébergement a été d'augmenter de plus d'1 milliard d'euros. Donc ça montre deux choses. Ça montre qu'en effet, on arrive à trouver de l'argent lorsque ce sont pour accueillir des étrangers. Et le deuxième point, c'est qu'on nous ment. Quand on nous explique que l'immigration rapporte de l'argent et ne coûte pas, l'Observatoire de l'immigration l'avait chiffré à 40 milliards. On nous ment parce que rien que cette année, c'est déjà une augmentation.
Nicolas Pouvremont-Monti, vous interrogez là-dessus. Et puis je vous voyais réagir aussi quand j'interrogeais Éric Tegner sur la natalité en Berne, en France, et les courbes qui pourraient se croiser entre immigration et natalité française. Bien sûr, sur ces deux sujets, d'abord celui de l'hébergement, qui est évidemment un enjeu majeur. Il y a deux volets d'hébergement pour ce type d'immigration en France. D'une part, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, 120 000 places d'hébergement qui sont réservées exclusivement aux demandeurs d'asile. On en a ouvert des dizaines de milliers au cours de la décennie écoulée. Et d'autre part, ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence généraliste, qui est ouvert à tout le monde, 200 000 places, mais qui est occupé pour la moitié de ces places par des étrangers en situation irrégulière. Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. La moitié des places d'hébergement d'urgence de l'État sont occupées par des clandestins, avec une durée médiane de séjour qui est de 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'on est le seul pays d'Europe à proposer cet hébergement gratuit et sans limite de durée pendant plusieurs années à des clandestins. Et sur le sujet de la natalité, qui est évidemment fondamental, en fait, dès aujourd'hui en France, dans le paysage des naissances, on voit l'impact de l'immigration. On parle de l'Afrique subsaharienne. L'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme des immigrés d'Afrique subsaharienne en France, il est le double de celui des femmes nées en France. Et on a maintenant plus de 30% des naissances en France qui sont issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne, avec une forte prévalence du continent africain. Là, factuellement, sans reprendre aucune théorie pour déclencher aucune polémique, comme dirait Yvan Rioufol, il y a un changement de population. Il y a un bouleversement démographique, c'est incontestable. C'est factuel que de dire cela. Merci Nicolas Pouvremont-Monti d'être venu ce matin dans 100% Frontières avec Éric Tegner. Éric, on va passer à la France Insoumise qui choisit ses médias. Alors, il y avait une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon, on en parle depuis 2 jours, avec les soi-disant nouveaux médias d'extrême gauche, avec des faux journalistes, parce que la France Insoumise maintenant dit qui est journaliste ou pas. Alors, pour être journaliste et avoir le droit d'interroger Jean-Luc Mélenchon, vous prenez le micro, mais il faut commencer par dire toutes les qualités du guide suprême. Et après, vous avez le droit de poser votre question. Donc, voyez le sujet de Chloé Tarka, parce que Jean-Luc Mélenchon choisit ses journalistes, je l'ai dit. Le leader de la France Insoumise a tenu lundi une conférence de presse réservée uniquement aux médias alternatifs, soi-disant écartant la presse traditionnelle. Une décision qui fait polémique jusqu'à RSF. Tiens, RSF. Ils n'auront pas le label. Comme quoi, les miracles arrivent. Chloé Tarka. Des micros triés sur le volet. Le leader de la France Insoumise a tenu ce lundi une conférence de presse réservée uniquement aux médias alternatifs. Un choix qui a fait réagir l'organisation Reporters sans frontières. Permettre à un responsable politique de choisir les journalistes autorisés à couvrir un événement d'intérêt général, c'est directement porter atteinte au droit à l'information des citoyens. Quels que soient les griefs contre tel ou tel média formulés par M. Mélenchon, une seule boussole doit prévaloir, celle du journalisme, son honnêteté, son indépendance, son pluralisme. Objectif de cette conférence, selon le député LFI Louis Boyard, donner plus de place à de nouveaux médias, à l'exception toutefois de ceux qualifiés d'extrême droite. C'est un terme que la gauche utilise trop souvent contre la part de la droite qui ne se couche pas devant elle. Et de ce point de vue, ça permet de chasser de l'espace public tous ceux qui remettraient en question, au fond des choses, leur ligne éditoriale en l'extrême droitisant. On connaît la méthode, c'est une méthode antidémocratique. Un nouveau format de conférence qui, selon le parti, devrait se multiplier pendant toute la campagne présidentielle. Est-ce qu'il y a une haine de la presse chez Jean-Luc Mélenchon et plus largement la France Insoumise? On a entendu Sophia Chikirou, Mathilde Panot et d'autres. Alors, il a une haine de la diversité de la presse. Ça, c'est une certitude. Parce que, pour le coup, la presse qui lui dresse des louanges, visiblement, il y a du monde. Parce que la salle, elle était bondée. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il est critiqué par tous les journalistes, là, il y en avait près d'une trentaine. Il y avait tout autant de médias, des médias vidéo, des médias Internet. Ces journalistes-là, ils ont une carte de presse dans la poche et une carte LFI dans l'autre. Exactement. Ils ont peut-être fait les deux cartes. Ah ben ça, c'est une certitude, mais ça nous montre aussi un autre élément. Vous savez, souvent, on croit que Jean-Luc Mélenchon, il est à l'extrême gauche, en fait, avec tous ses amis, etc. Et on peut effectivement parler de Reporters sans frontières. La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à son extrême gauche, il y a encore plus de monde. Et ce sont ces gens-là qui les intéressent. Les gens du nouveau parti anticapitaliste, les gens de Révolution permanente. Il a voulu la Nouvelle France. Aujourd'hui, il veut les nouveaux médias. Il est dans une véritable stratégie. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai jamais sous-estimé, notamment en vue de l'élection présidentielle de 2027. Et en effet, il y a quand même 1 ou 2 journalistes qui ont dit oui, mais est-ce que vous pourriez inviter des médias digitaux, des nouveaux médias de droite? Alors évidemment, il a dit oui, bien sûr, on invite tout le monde. Alors pas frontières, donc ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il va peut-être falloir que Jean-Luc Mélenchon crée lui-même des médias qu'il qualifierait de droite et pas d'extrême droite pour les inviter. Oui, c'est ça. Après avoir créé des médias d'extrême gauche avec le média, c'est en lien avec la France Insoumise et Sophia Chikirou, il va créer des médias il va demander à des gens d'être faussement de droite. C'est ça, bien sûr. Ercilia Soudet, écoutez cette séquence à l'Assemblée nationale absolument lunaire. Elle reproche à Hugo Clément, qui est un journaliste ouvert, qui va débattre,
de débattre. Hugo Clément lui a répondu formidablement bien. Il lui a dit écoutez, moi je préfère le débat au lynchage. En référence évidemment à ce qui s'est passé avec Quentin. Écoutez cette séquence à l'Assemblée. Monsieur Clément, vous êtes un journaliste phare du service public en matière d'écologie, alors que vous soyez salarié ou non, ça vous donne quand même une grande responsabilité. Et moi, ce que j'observe, c'est que ces dernières années, vous avez malgré tout effectué un glissement politique. Vous avez encensé Monsieur Rachline, le maire de Fréjus, maire RN, ouvertement xénophobe et antisémite, pour avoir défendu Paul Watson. Vous avez débattu avec Monsieur Bardella dans Valeurs Actuelles, en essayant visiblement de le convertir à l'écologie. Alors vous avez avancé pour cela que le réchauffement climatique va engendrer des mouvements massifs de population. Alors, si vous vous permettez de discuter avec l'extrême droite, c'est parce que, selon vous, ce sont vos termes, l'écologie appartient à tout le monde. Et vous êtes prêt à tout, dites-vous, pour faire triompher l'écologie. Mais moi, ce que je pense, c'est que vous ne faites pas triompher l'écologie en agissant ainsi, vous réhabilitez l'extrême droite, en vérité. Vous réhabilitez l'extrême droite, d'autant qu'en parallèle, vous tapez sur d'autres groupes politiques, et en particulier la France insoumise. Vous avez une responsabilité morale, Monsieur Clément, dans la montée de l'extrême droite en France. Extrême droite qui, rappelons-le, est sexiste, raciste, et je peux pas finir mon propos. Oui, allez-y, finissez, mais je crois que sur la responsabilité morale... raciste et libéral d'un point de vue économique. Rappelons que le réchauffement climatique, les premières victimes, ce sont justement les femmes, les pauvres et les personnes racisées. Donc vous comprendrez bien où est le problème. Mme Soudet, je ne sais pas si vous étiez là, vous direz quand même à votre collègue Nadège Abon-Mongoli de la France Insoumise que tout ce que vous avez dit, c'est pas une raison déjà, pas une raison pour qualifier M. Hugo Clément de facho. Voilà, et Hugo Clément a répondu ensuite, je préfère le débat au lynchage, c'est ce qu'il avait déjà dit sur les réseaux sociaux. On lui a reproché d'être allé débattre sur une scène un soir à Paris avec Jordan Bardella sur les thèmes des écolos. C'est incroyable, hein. La France insoumise à l'Élysée en 2027, ça ressemble à une dictature, hein. Ça a le goût de la dictature. Mais c'est une dictature, c'est-à-dire que la France insoumise nous montre toutes les caractéristiques de ce qu'est une pensée stalinienne, de ce qu'est une pensée communiste. Mais d'ailleurs, la France insoumise puise dans le communisme. La France insoumise se rapproche maintenant de l'humanité qui réclame maintenant l'interdiction de Némésis. Je ne sais pas si nous en parlerons tout à l'heure. Nous sommes face à un totalitarisme qui vient et qui puise non seulement auprès de la France insoumise, qui recrée les dissidents, comme il y avait des dissidents lors de l'Union soviétique à travers cette presse qui ne lui correspond pas. Mais avec des purges. Avec des purges, mais le système en règle générale, c'est-à-dire appuyé par la Macronie, appuyé par le bloc central, pense la même chose. C'est-à-dire que le président de la République lui-même pense que vous avez une presse qui doit être labellisée et qu'une autre presse, une autre presse trop réactive appartiendrait à l'international réactionnaire. Donc, au bout du compte, appartiendrait effectivement à ce monde fascisé, nazifié, qui est celui qui est porté par tous ceux qui veulent éradiquer les opposants et qui ne supportent pas la moindre pensée dissidente, si je puis dire, et au point d'aller tuer effectivement un jeune homme quand il se réclame d'être trop français ou trop catholique. Donc on est là vraiment dans une régression intellectuelle, d'abord parce qu'on est incapable, les médias sont incapables de voir où ils mettent les pieds et qui ils cautionnent en allant applaudir, parce qu'ils les applaudissent souvent, la France insoumise, et puis surtout avec cette propension à alimenter un discours maintenant de guerre civile qui fait que la société est divisée maintenant en deux, ceux qui veulent protéger une France française et ceux qui veulent protéger une France islamisée. Sur les médias, ça change un peu. Je ne parle pas évidemment de ceux qui étaient à la conférence, mais la Meute notamment, c'était la première fois il y a un an que des journalistes de gauche enquêtaient sur la France insoumise et dénonçaient. Il y avait un certain nombre de unes de presse qui allaient du JT News à l'Express cette semaine, en passant par Marianne, pour critiquer la France insoumise. Donc ça commence un peu à bouger. Mais voyez tout de même comment la presse mainstream a rendu compte, par exemple, de la manifestation samedi. 100% d'accord. Ils ont repris du copier-coller avec les mêmes clichés, en entendant simplement ce qu'elles voulaient bien entendre, ce qu'elles n'entendent pas quand il s'agit des manifestations antisionistes où on crie que Moreau juif. Alors là-dessus, aucun débat entre nous. On a commencé 100% frontière numéro 1 lundi en montrant avec Jordan Florentin, avec Eric Tegner, des grands-mères, des couples qui étaient présents, alors qu'on avait l'impression qu'il n'y avait que des crânes rasés néo-nazis. Sabrina, sur la France insoumise, qui se radicalise encore un peu plus après le meurtre de Quentin, en ne lâchant pas la jeune garde, en ne lâchant pas Raphaël Arnaud, et gare à celui qui moufterait, hein, parce qu'il y en a qui ont moufté au moment d'Adrien Quatennens, ils ont tous été purgés. Donc là, après Raphaël Arnaud, après la jeune garde, après le meurtre de Quentin, personne ne moufte sur la ligne de la France insoumise. Pire, on avance
vers une censure assumée pour les médias qui décryptent ce discours correctement. Bien sûr, évidemment, la France insoumise est un système totalitaire avec un politburo et un agit-propre. Ça s'est démontré par et le livre que vous avez cité, La Meute, et par leurs agissements au quotidien. Ça, c'est une réalité. Vous verrez que plus nous avancerons vers 2027 et plus le périmètre sémantique va se rétrécir autour de fachos, extrême droite, nazis, Hitler, voilà. Donc néo-nazis. Donc vous allez voir que ce seront les qualificatifs employés pour la moindre critique, sujette à la moindre contrariété et à la moindre susceptibilité. Mais Madame Soudet, je rappelle que cette femme, parce qu'il faut quand même parler du personnage, c'est la femme qui est allée rendre visite à Monsieur Elias Dimzalen lorsqu'il a proféré l'appel à l'intifada dans Paris. Madame Soudet qui veut dissoudre les islamistes fichés. Elle lui a rendu visite en garde à vue. C'est elle qui considère, entre autres, et ça c'est drôlatique et c'est personnel, que la Seconde Guerre mondiale c'est de 39 à 46, mais ça c'est la petite parenthèse un peu rigolarde. Mais c'est surtout celle qui souhaite, dissoudre le collectif Némésis. On en parlera à midi et demi. Non mais écoutez-moi, parce qu'elle avait dit quand même que le viol commis par des étrangers relève de l'anecdotique. Madame Soudet a été capable de prononcer ces mots, ça a été rapporté par la presse. Donc Madame Soudet, elle a une indignation à géométrie variable, elle a une culture du viol à géométrie variable, elle a une liberté d'expression à géométrie variable, pourvu que de toute façon tout cela soit enclavé au sein de la secte qu'est la France insoumise. Voilà. Vous avez 100% raison. On va parler justement des brebis galeuses à LFI en vue des municipales. Je vais faire une petite revue de presse. Donc les brebis galeuses, c'est Frontières qui en parle cette semaine avec un top 100 des brebis galeuses. Je montre aussi le JD News cette semaine, on en a parlé hier, des révélations sur l'enquête pour le meurtre de Quentin avec des propos hallucinants attribués à Jacques-Élie Favreau, le bras droit de Raphaël Arnaud, qui a dit butez-le, tuez-le au moment de Quentin. Et puisque j'ai décidé de faire une revue de presse, je vais faire aussi une revue littéraire, La Révolution des oubliés. Ça, c'est Yvon Rioufol. Les brebis galeuses, Éric Tegner. On va commencer avec une candidate. Lors d'un meeting de cette candidate, l'hymne algérien a été chanté lors du lancement de la campagne de la candidate LFI Fili Keita Gassama le 17 octobre dernier en présence de Mathilde Panot. D'après une vidéo TikTok que nous avons retrouvée, la date fait référence à la commémoration du 17 octobre 1961, journée de répression, c'est comme ça que c'est dit, de répression policière contre des Algériens manifestant pacifiquement à Paris malgré un couvre-feu imposé par le préfet Papon. La séquence que nous avions diffusée a suscité de vives réactions. L'hymne contient des couplets anti-France. Voyez cette séquence. Donc, c'est un hymne dans lequel on a rajouté des couplets anti-français il y a quelques mois. On se souvient de la polémique que ça avait fait, qui est diffusé dans un meeting de la France Insoumise. Oui, totalement, aux côtés de Mathilde Panot. Et on voit comment cette chanteuse également assurait le drapeau algérien. C'est-à-dire qu'on est complètement dans un cas de figure des élections municipales aujourd'hui, où il y a un communautarisme qui est absolument affirmé de la part de la France Insoumise. Pour la petite anecdote, il y a eu évidemment la Marseillaise qui a été chantée. Mathilde Panot, sur ses réseaux sociaux, a relayé évidemment le chant de cette Marseillaise. Mais le chant algérien, pour le coup, ils ont voulu garder plutôt au niveau local. Évidemment, ils n'ont pas communiqué parce qu'ils savent très bien que ça peut poser cette dame à Champigny-sur-Marne. Parce que il faut savoir, Gauthier, vous parliez de ces brebis galeuses de la France Insoumise. Nous, en effet, on a vu que ces dernières années, à chaque fois, il y avait, vous savez, les brebis galeuses du Rassemblement national. Donc, il y a toute une presse, dont une presse subventionnée. Ils sont des dizaines, des centaines. Ils vont éplucher tous les candidats, la grand-mère du candidat, de la cousine. Et donc, ils vont essayer de dire, voilà, de diaboliser absolument tout le monde. Souvent, d'ailleurs, en expliquant que si vous êtes contre l'immigration, ça veut dire que vous êtes un fasciste. Nous, on s'est dit à un moment, en fait, le travail n'est pas fait sur la France Insoumise. Et vous savez, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a les cadres, mais la base militante, elle est bien plus radicale. Et pour des élections municipales, sur des enjeux locaux, également, où il y a des problématiques communautaristes dans certaines villes, notamment le 93, en Seine-Saint-Denis, on pourra y revenir, eh bien, il y a des candidats qui posent question, il y a des candidats qui posent problème. Certains que nous avons pu révéler ont été débranchés par la France Insoumise, d'autres sont cachés sous le boisseau, mais en règle générale, en effet, il y a un ménage
qui devrait être fait, il n'est pas fait du côté de la France. On va parler de ce qui se passe à Villetaneuse notamment et à Toulouse dans un instant, mais un mot de Jules Torres. Oui, non, mais c'est vrai que pour faire le parallèle avec le sujet d'avant sur les médias, c'est vrai que vous avez des médias qui sont très prompts à, en effet, aller regarder dans tout l'historique du Rassemblement national, à aller regarder les excès de vitesse qu'ont pu faire certains candidats du Rassemblement national en 1992, et là, eh bien, à les exposer dans les médias. Vous avez beaucoup de médias qui font ça, que ce soit Le Monde, qui a 2 ou 3 journalistes pour traiter le Rassemblement national. Vous avez à Libération 4 journalistes qui sont consacrés juste au traitement du Rassemblement national et à ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et c'est vrai que vous avez assez peu de médias qui font ce même travail avec la France insoumise, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que dans ce numéro de Frontières, il y a 100 brebis galeuses. Et encore, je parle sous le contrôle d'Éric, ce n'est absolument pas exhaustif. Il y a dans un certain nombre de communes. Et on l'avait vu dans la commune de Villeneuve-sur-Marne avec Louis Boyard et un certain nombre de candidats qui étaient extrêmement problématiques, notamment un proche du Hamas, en tout cas quelqu'un qui avait des propos vis-à-vis du Hamas très, très sympathiques. Donc on voit bien que ce travail, quand il est fait, eh bien, c'est une sorte de déflagration. Parce qu'il y a des brebis galeuses. J'insiste sur le terme brebis galeuse, parce que brebis galeuse, c'est ce qu'on a dit à propos du Rassemblement national au moment des dernières élections et de la dernière dissolution. Qu'a fait Marine Le Pen? Elle a viré le responsable de la liste des candidats pour les législatives du jour au lendemain parce qu'il y avait eu quelques cas, effectivement. Vous avez même vu l'actualité récente avec un collaborateur parlementaire qui a été expurgé parce qu'il était très proche de Quentin et proche d'un certain nombre d'associations dont Quentin était membre. Donc on voit bien aussi qu'il purge à tort et à travers. Et les brebis galeuses de la France insoumise, très peu en parlent. Donc vous en parlez, Éric Tegner. Je vais prendre un autre exemple. Yanis Arf, colistier à Villetaneuse, relaie une photo sur laquelle un terroriste du Hamas fait le signe de la victoire, fusil à l'épaule. Il a aussi intimé à un internaute de cacher sa comment on dit ? Aura. AWRA. Une partie du corps devant être couverte selon l'islam. Oui, ça c'est en fait une incitation. Cache ta awa, hiro des putas. Oui, c'est ce qu'on appelle une incitation à la pudeur islamique. LFI. Ah, il est colistier, c'est-à-dire que, en fait, à Villetaneuse, c'est dans le 93. Il y a un homme dans le 93 qui fait le boulot, c'est Ali Dura. C'est le député de la France insoumise qui est connu pour ses positions communautaristes. C'est bien lui, il a placé, on va dire, les meilleurs de la France insoumise sur certaines villes. Donc Villetaneuse, on n'a pas le droit à une brebis galeuse. On a le droit à 2 parce qu'il y a la tête de liste, on pourra en parler, Faisal Bougria. Mais en effet, Yanis Arf, il est dessus. Et vous savez, cette incitation à la pudeur islamique, ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs ? Eh bien, par exemple, on va le retrouver dans le monde du sport. Si vous allez courir et faire du football avec un short, si vous montrez vos genoux, notamment pendant le ramadan, eh bien, ça n'est pas respecté selon eux le Coran. Vous imaginez ? Et on a quelqu'un comme cela sur une liste aux élections municipales à Villetaneuse qui demain, pour dire ici quelques semaines, pourra porter tout simplement le cordon d'élu municipal qui fait de l'injonction à la pudeur islamique après avoir relayé un membre du Hamas. Et ce même colistier à Villetaneuse, on ne diffuse pas l'image, mais il avait relayé un montage visuel sur lequel le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou apparaissait aux côtés d'Adolf Hitler. Ouais. Voilà, et c'est un candidat de la France insoumise. La nazification des Juifs. À Villetaneuse. Complètement. Il est toujours candidat à l'heure où on se parle. Ah ben il est toujours candidat, c'est-à-dire que, vous savez, en règle générale, ils les soutiennent. Et même le ménage, certains, lorsqu'on fait ces révélations, font le ménage, d'autres l'assument parfaitement. C'est quand même l'immense différence qu'on retrouve dans ce cas précis. Yvan Rioufol. Oui, on parlait du totalitarisme marxiste qui est porté par la France insoumise et par le Parti communiste, mais en fait, il s'est allié avec l'autre totalitarisme qui est le totalitarisme islamique, le totalitarisme coranique, et l'on voit que par effet mimétique, aujourd'hui, la France insoumise prend dans le fond les postures qui pourraient être les postures également des djihadistes ou de ceux qui font des fatwas, qui prônent une attitude viriliste afin de s'adresser à un public qui n'attend que cela. C'est-à-dire que quand vous entendez les adjoints de Mélenchon dire « nous tiendrons bon », ils laissent comprendre dans le fond que la parole de Mélenchon est semblable à celle du prophète, c'est-à-dire qu'elle est irréfragable. Alors je vais vous modérer sur LFI qui a des comportements de djihadistes parce qu'on ne peut pas dire ça non plus. Ils sont violents, ils sont parfois islamistes, voilà. Ils ne sont peut-être pas djihadistes. Je trouve en tout cas, ils imitent beaucoup les attitudes et les impératifs et les intolérances et le manichéisme de ceux qui... Très bien, mais je retire le mot djihadisme pour des raisons évidentes que vous comprendrez. Anissa,
Benioub, candidate LFI sur la liste de François Piquemal à Toulouse, apporte son soutien à l'association Safwa Center et annonce son intention de la financer. Safwa Center a officieusement pris la suite de Baraka City, qu'on connaissait bien, association dissoute car prenant l'islamisme radical. Donc cette femme, elle est candidate à Toulouse, LFI. Et Toulouse, LFI, pourrait remporter les élections municipales. Ils sont très forts à Toulouse. D'ailleurs, il y a un réseau d'antifascistes très important sur cette ville de Toulouse, où beaucoup de militants de droite se retrouvent agressés. Elle a dit « Go donner mes économies pour ces associations de tout cœur avec eux ». Oui, donc accusée de faire le jeu de l'islam politique. Donc elle dit très concrètement, quand même, c'est très grave, elle dit très concrètement financer une association aujourd'hui à caractère islamique. Baraka City, ce n'est pas n'importe quoi. C'est l'islamiste Idriss Saïmadi qui le dirigeait et qui aujourd'hui est dans cette association Safwa Center en tant que directeur général adjoint. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire des rapports sur les frères musulmans, sur l'entrisme islamiste, etc., exactement, et qu'on nous fait croire que, vous savez, c'est un peu l'islam des caves, qu'on ne sait pas trop qui c'est, etc., mais on les connaît. C'est-à-dire que ceux qui les soutiennent, ceux qui disent les financer, ceux qui incitent à donner les économies pour ces personnes-là, vont être élus au municipal. Et puis, cette même candidate donc à Toulouse tient des propos tendant à nier l'existence des frères musulmans, fondés en Égypte en 1928. Cette organisation est pourtant considérée comme terroriste dans plusieurs pays musulmans, dont l'Égypte aujourd'hui. Elle a dit « Je vous jure, je ne sais pas qui sont les frères musulmans. C'est quoi une société secrète, une association, un gang, les francs-maçons ?» On entend parler d'eux, mais personne ne les voit ni sait qui ils sont. Hallucinant, Sabrina Medjiber. Candidate donc à Toulouse, LFI. Alors tout ça, c'est la kyrielle d'items, d'écueils de paranoïa, les frères, les francs-maçons, les sionistes. Enfin, il y a toujours de toute façon quelqu'un accusé parce qu'il n'arrive pas à comprendre le pays dans lequel ils vivent. Mais en réalité, ce dont on parle, c'est la conséquence du début de l'émission. C'est-à-dire que l'immigration et sa forte dynamique démographique est installée. La formation de contre-sociétés à travers les quartiers prioritaires de la ville et la politique notamment du logement social, eh bien, en fait partie. Les normatifs culturels bien installés, c'est-à-dire le patriarcat, le rejet du pluralisme, le rejet de l'altérité, l'endogamie, etc., qui sont contraires à nos principes et conformément au droit à la différence, eh bien, sont installés. Le droit lié à l'immigration qui est sanctuarisé à travers le droit du sol, le regroupement familial, le droit d'asile, eh bien, que fait LFI ? Elle se jette dans la fosse, entre guillemets, je mets ça évidemment entre guillemets parce que c'est une image, c'est métaphorique, dans la fosse au lion pour récupérer l'électorat qui se situe dans ces quartiers en agitant toutes les variables de l'islamité, c'est-à-dire l'islamophobie quand ils ont marché aux côtés du CCIF en 2019, le conflit israélo-palestinien en agitant précisément la fibre mobilisatrice de Gaza parce qu'il sait, Mélenchon, il n'y a que ça pour faire converger les luttes des minorités. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve avec des candidats LFI qui assument entièrement leur islamisme et qui parlent le langage précis des islamistes, c'est-à-dire la pause. La pause, dans un instant, on va se retrouver, on va parler de ces militants contre l'euthanasie qui ont été délogés par une manifestation, à cause d'une manifestation devant l'Assemblée nationale par la police. Ça a choqué. Vous allez voir donc ces images avec le journaliste de Boulevard Voltaire, Jean Bexon, qui sera en plateau avec nous. Et puis Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a répondu à la France Insoumise, à Sophia Chikirou, à Jean-Luc Mélenchon, à leur haine de la presse, une réponse très très forte. C'est dommage que Gabriel Attal ait appelé à voter pour eux à l'entre-deux tours de l'élection des législatives. A tout de suite. Il est midi pile sur CNews pour 100% Frontières. Avant le journal de Somaya Labidi, voyez cette image qui a beaucoup choqué. Il y avait une manifestation devant l'Assemblée nationale contre l'euthanasie des éveilleurs, cette association qui milite donc contre l'euthanasie, qui doit être votée, le texte, dans les prochaines heures à l'Assemblée nationale. Ils ont été arrêtés, délogés, alors que c'était une manifestation pacifiste où ils étaient simplement assis sur le sol des pavés devant le Palais Bourbon, devant l'Assemblée nationale. Et visiblement, il y a des contraventions qui leur ont été dressées. Et vous voyez comment ils ont été délogés de manière assez vive. Ça, voilà, quelle honte, dit Jules Torres. Ça a beaucoup choqué, alors que le texte sur l'euthanasie doit être voté dans les prochaines heures. On va en parler dans un instant, juste après le journal de Somaya Labidi. Rebonjour Somaya. Rebonjour Gauthier, bonjour à tous. On commence par ce drame cette nuit à Libercourt dans le Pas-de-Calais. Une collision frontale entre deux véhicules a fait 3 morts. Le conducteur de la première voiture, un adolescent de 15 ans, a été grièvement blessé. Le passager à l'avant a été pris en charge en urgence absolue. Les 2 adolescents de 15 ans se trouvant à l'arrière sont décédés, tout comme le conducteur du second véhicule, un homme âgé de 39 ans.
C'est désormais officiel, Christophe Léribaud succède à Laurence Descartes à la tête du Louvre. Cet historien d'art de 62 ans a acquis une grande expérience dans la gestion des institutions culturelles en dirigeant le château de Versailles et plusieurs musées parisiens, dont le musée d'Orsay et de l'Orangerie. L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau aujourd'hui sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure, débattue depuis plusieurs années, qui avait été largement adoptée en première lecture, mais sur laquelle subsistent de nombreux points de friction. Certains ont tenté en vain de remplacer le terme d'aide à mourir par celui de suicide assisté ou encore d'euthanasie ou encore de supprimer le délit d'entrave prévu. À la une également, Sébastien Lecornu face à deux nouvelles motions de censure, l'une déposée par le RN et l'autre par LFI, pour protester contre la publication par décret de la feuille de route énergétique du gouvernement. Toutefois, aucune des deux motions ne devrait atteindre le nombre de voix nécessaires pour renverser le gouvernement, puisque la gauche ne vote jamais les motions de l'extrême droite et le PS a annoncé qu'il ne voterait pas celles des Insoumis. Et puis on termine ce journal avec le groupe d'électroménager CEP qui lance un plan d'économie draconien, jusqu'à 2100 suppressions de postes dans le monde, dont 500 en France. Objectif du groupe, renouer avec la croissance et s'adapter à un marché de plus en plus concurrentiel. Merci Somaya, on vous retrouvera à 13h pour le journal chez Élodie Huchard pour Midi News. Je vous ai donc montré ces images, je vous propose de voir la séquence des militants absolument pacifistes qui vont s'asseoir sur les pavés devant l'Assemblée nationale. La nuit tombée, il n'y a aucune circulation, il n'y a rien. Et ils ont été très très maltraités alors qu'ils militent contre l'euthanasie qui doit être votée à l'Assemblée nationale. Et Somaya l'a rappelé, il y a 42 députés qui signent une tribune. Nous ne pouvons pas franchir à la légère des seuils irréversibles. L'appel transpartisan de 42 députés contre l'euthanasie. Donc voyez cette séquence où la force semble totalement disproportionnée face à ces militants contre l'euthanasie. L'information a été effectuée, je demande la force publique, je demande de partir. On s'est mis sur 21h. Vous aurez une pièce d'identité, madame? Viens, c'est quoi ici? Égorger nos fils et nos campagnes, aux hommes citoyens. Et les informations de Jean Bexon de Boulevard Voltaire qui a filmé cette séquence. 37 participants au rassemblement des éveilleurs contre l'euthanasie ont été placés en garde à vue dans 4 commissariats selon plusieurs membres. 35 militants ont été libérés au bout de 4 heures de privation de liberté. 2 sont encore actuellement en garde à vue. Il a dit cela à 10h17, donc il y a 2 heures, il y avait toujours 2 membres de cette manifestation qui étaient en garde à vue. C'est hallucinant ces images, on peut les revoir pendant qu'on parle. Je le dis à Adrien Fontenot, Éric Tegner, on a l'impression d'une force totalement disproportionnée par rapport à ce collectif qui était venu chanter, prier devant l'Assemblée nationale. Oui, moi je vais vous dire, j'étais profondément scandalisé par ces images. Quand je les ai découvertes hier à minuit, on a échangé à ce sujet, Gauthier, parce que évidemment, c'est d'une certaine façon à l'image quand même de ce qui se passe avec cette loi euthanasie qu'on essaye de faire passer par la force et sans le moindre débat. On se retrouve avec des jeunes qui sont là pour tout simplement prier, chanter. On les entend chanter également la Marseillaise, lire également des écrits, par exemple d'Élie de Saint-Marc. Ça ne pose absolument aucun problème. Et les moyens qui sont déployés, incroyable. On a quand même mobilisé la Bravem. On a mobilisé la Bravem. C'est-à-dire que c'est pas simplement les policiers qui viennent et qui disent bon, à un moment, il faut s'en aller. C'est les unités spécialisées, normalement, qu'on envoie contre les Black Blocs. Je trouve que c'est profondément scandaleux. Je pense que c'est un peu aussi la dette de cette émission, c'est d'essayer de parler tout simplement de ce qu'on ne veut pas montrer. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, l'euthanasie va potentiellement être votée cet après-midi, un passage en force réel. Jules Torres, c'est vrai qu'on a la sensation qu'on n'utilise pas la force face à tous les militants en fonction de la cause. Quoi. Enfin, vous voyez comment les gens sont arrêtés, traînés, soulevés. Alors, vous savez très bien le discours qu'on a ici sur la police, on leur donne des ordres, donc ils les exécutent. Oui. Mais enfin, franchement, c'est d'une disproportion absolue. Quoi. Il y a des bougies et des gens assis. Ces images sont absolument inadmissibles. C'est
à mon avis, le signe d'un pouvoir qui ne contrôle plus rien, qui veut faire passer en force ce texte sur l'euthanasie. C'est vrai qu'ils étaient extrêmement dangereux, ces militants. Ils chantaient en effet les chants d'Élie de Saint-Marc, ils chantaient la Marseillaise, ils avaient des croix, ils avaient des slogans. Ça, c'est vrai que c'est très dangereux. Mais vous savez, ça me rappelle les images qu'on a vues sur les agriculteurs, des agriculteurs non violents, à qui on envoyait les LBD, à qui on envoyait les hélicoptères de la gendarmerie, les centaures absolument. Donc je pense que c'est en effet inadmissible comme image, que cette riposte elle est complètement contre-productive. Et surtout, on est encore en démocratie. Vous avez la place de la République qui est privatisée tous les jours par des gauchistes violents qui ont les drapeaux du Hamas et les drapeaux palestiniens. Et là, vous avez une cinquantaine de militants anti-euthanasie et vous avez décidé en effet de prendre la Bravem qui normalement est là pour assurer la sécurité des Français. Mais qui menaçait-il ces gens-là, à part les promoteurs de la loi? Ils étaient venus armés de bougies. Ils étaient assis. Armés de bougies, vous avez raison. Jean Bexon, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes de Boulevard Voltaire. C'est vous qui avez filmé cette séquence. Elle nous a choqués. Mais en fait, je suis même halluciné de la force déployée pour des gens qui étaient venus armés de bougies. Et sentiment partagé, puisqu'à l'origine, je vais couvrir cette veillée qui a commencé par des chants, qui a commencé par la lecture de textes, notamment le texte d'Élie de Noix de Saint-Marc, que dire à un jeune de 20 ans que peut-être vos téléspectateurs connaissent, puis aussi un texte du Seigneur des Anneaux, puisque en fait les veilleurs c'est une sorte de cercle de réflexion qui s'installe dans l'espace public pour interpeller pacifiquement dans la discussion, dans l'échange, les personnes qui passent là où ils sont. En l'occurrence, ils étaient devant l'Assemblée nationale puisqu'avaient lieu les discussions puis le vote à l'Assemblée nationale hier, enfin le vote qui aura lieu aujourd'hui, mais les discussions avaient lieu hier et l'idée c'était peut-être aussi de croiser un député qui soit contre, qui soit pour, mais en tout cas de pouvoir avoir ce temps d'échange. Et puis, très vite sont arrivés la gendarmerie, la police nationale et la Bravem. Donc, on avait tout un échantillon. Une armée, quoi. Voilà, tout à fait. C'était la prise de la Bastille. Et quelle est la réaction des militants, des veilleurs, quand ils voient débarquer la Bravem? Ils ont dû être hallucinés. Alors, ce qui était assez saisissant, c'était ce contraste, puisqu'ils ont chanté un chant qui s'appelle l'Espérance. Et donc, au début, la Bravem n'avait pas encore reçu d'ordre, donc ils étaient statiques. Donc, je suppose qu'ils ont écouté avec passion ce chant. En tout cas, ça faisait un public assez singulier. Après, il y a eu des ordres de sommation qui ont été donnés par le commissaire et les veilleurs se sont dit « Non, ce vote est trop important pour nous. Ce qui se joue dans l'enceinte de l'Assemblée nationale est trop important pour nous. On ne peut pas partir en conscience. » Alors, vous me direz, c'est ce que dit la préfecture de police, c'est une manifestation qui n'est pas déclarée. Sur la place donc, du Palais Bourbon, sur laquelle généralement il n'y a pas de manifestation puisqu'elles sont déclarées sur la place Édouard Herriot qui se trouve. Il y avait combien de personnes? 50. Il y avait 50 personnes avec des bougies. Des bougies, une banderole qui a été saisie par la Bravem. Donc j'ai pris la vidéo, peut-être qu'elle a tourné sur votre écran, mais la Bravem qui a saisi une banderole sur laquelle figurait un appel à la haine terrible, à savoir une citation de Charles Péguy. Je dis ça vraiment ironiquement. Entendez mon ironie, non, c'était une phrase de Charles Péguy que j'ai pas réussi à retenir parce qu'elle était un peu longue, mais je crois qu'il dit parfois les ordres cachent les pires désordres, quelque chose comme ça, vous m'excuserez. Hélène, vous rappeliez les centaures face aux agriculteurs. C'est un peu du même ordre. C'est exactement ça. Ça m'a fait penser effectivement à un usage de la force qui est complètement disproportionné. Encore une belle illustration d'un État fort avec les faibles et faible avec les forts, parce que c'est toujours pareil. Là, on a déployé donc la gendarmerie, la police nationale, la Bravem, Eric le rappelait, la Bravem, c'est quand même la brigade de répression de l'action violente motorisée. Ça veut dire que, on parle de violence urbaine extrêmement violente quand on mobilise la Bravem. Là, ils étaient assis avec des bougies en train de faire des chants. Et pendant ce temps-là, pourquoi on ne mobilise pas la Bravem quand il y a, je l'en ai parlé, des manifestations qui dégénèrent contre, par exemple, dans les quartiers, quand il y a des mobilisations, effectivement, quand il y a des rodéos urbains, notamment dans des quartiers, quand il y a du narcotrafic dans les quartiers, c'est toujours pareil. On mobilise. Rien qu'avec les Antifa, exactement. Elle était où, par exemple, la Bravem, quand il y a eu effectivement tous ces débordements qui ont mené au lynchage de Quentin? C'est toujours pareil, on marche sur la tête. Éric Tegner? Moi, j'ai également la sensation qu'il y a une sorte de délit de faciès envers les cathos. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir des catholiques qui viennent avec des bougies, c'est comme si ça devenait des intégristes, des potentiels fascistes. Bon, quand on lit La Presse et Libération, peut-être que ça n'est pas surprenant. Mais vous voyez, c'est un peu comme si... Je trouve qu'il y a également un traitement de ces gens qui sont extrêmement concernés par la question de l'euthanasie, qui ont un travail à côté. C'est pas l'essentiel de leur travail de se mobiliser tard le soir parce qu'ils pensent que c'est important. L'Assemblée nationale, c'est quand même la maison du peuple. Et ce traitement-là qui est donné, moi j'aimerais savoir ce que la présidente de l'Assemblée nationale peut penser de cela. Ça donne une impression, vous
les bouseux, en fait, vous ne nous intéressez pas. Vous, votre avis, ça ne nous intéresse pas. De toute façon, vous êtes un peu catho. Et vous savez, la France, elle est dans autre chose. Hein. Le 21e siècle, tout ça, le droit à la vie, tout ça, ça ne nous parle pas, nous. Nous, on est dans le progrès. Et le progrès, aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement de donner la mort. C'est l'euthanasie. Donc, passez à côté. Mesdames et messieurs, à 15h, on va voter cette loi. Yvan Rioufol, quelle Oui, vie je suis d'accord. Il y a une dimension spirituelle qui apparaît ici, comme elle était apparue, d'ailleurs, toute proportion gardée naturellement, dans la mort de Quentin, qui était également un jeune catholique qui avait été fascisé par le discours commun, enfin par le discours public. Et là, alors naturellement, ça n'a rien à voir dans les conséquences, on est bien d'accord. Mais à nouveau, c'est cette quête de spiritualité qui est vue comme une sorte de défi par un monde politique matérialiste qui ne supporte pas, effectivement, d'avoir autre chose que son discours. Et puis la deuxième chose qui m'effraie, c'est que dans ce projet de loi qui risque d'être avalisé tout à l'heure, vous avez également une pénalisation de l'objecteur de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quiconque refuserait de faire la piqûre létale, et je pense singulièrement aux congrégations religieuses, qui par essence refuseront naturellement de la faire, pourront être punis... Délit d'entrave. Délits d'entrave pourront être punis pénalement et d'emprisonnement, et donc d'une amende, pardon, et d'un emprisonnement. Absolument. Donc vous voyez bien quelle est effectivement cette horrible dictature matérialiste, consumériste que l'on décrivait tout à l'heure, et qui s'applique également à des hommes ou à des femmes qui sont en recherche spirituelle et qui en l'occurrence, croient en Dieu et se raccrochent à la religion catholique qui est plus malmenée, me semble-t-il, qu'une autre religion. Suivez mon regard. Si vous parlez du délit d'entrave, j'avais entendu beaucoup de témoignages de soignants qui avaient été très choqués par ce délit d'entrave. C'est-à-dire que si un soignant essaie de convaincre de ne pas choisir l'euthanasie, il peut être condamné pour délit d'entrave, prendre une amende et potentiellement il y a une peine de prison qui est prévue. Et puis j'imagine il y a des conséquences directes pour son emploi. Et les soignants, quand vous les écoutez, moi c'est les arguments qui me frappent le plus. C'est-à-dire qu'on est là pour soigner, on n'est pas là pour tuer. Et donc vous allez peut-être avoir une crise d'évocation. Attendez, mais moi si on me demande de faire une piqûre, comme vous dites Yvan, alors que je suis venu pour soigner. Je veux remercier en tout cas Jean Bexon d'être venu sur le plateau de 100% Frontières ce matin. Ces images qui ont largement heurté, j'imagine, vous aussi, chers téléspectateurs. Maud Bréjon répond à la haine de la presse de la France insoumise. Écoutez la porte-parole du gouvernement. Quand Madame Chikirou, enfin j'espère que vous avez tous vu cette vidéo, quand Madame Chikirou qualifie les journalistes, vous qualifie, d'agents et de nazis au petit pied. C'est absolument ignoble. Et ça devrait provoquer un tollé au sein même de leur parti. Qu'en démocratie, on puisse à ce point piétiner le travail des journalistes, ostraciser une large partie de la presse et tenir de tels propos, c'est profondément inquiétant. Et ça relève d'un rapport, la France insoumise a aujourd'hui un rapport que je qualifie de totalitaire et complotiste avec tout ou partie de la presse. Les mots sont lâchés. Totalitaire et complotiste, Éric Tegner. Oui, ils sont très forts de la part de Maud Bréjon, mais moi j'ai envie de l'interroger. Vous savez, aujourd'hui, le carburant de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, il lui est donné par l'extrême centre. C'est-à-dire par tout ce bloc central aujourd'hui, ce gouvernement de la Macronie, qui, rappelons-le quand même, en 2017 et en 2022, par exemple, dans l'entre-deux tours de la présidentielle face à Marine Le Pen, rejouait finalement le bloc central contre la France pétainiste de Marine Le Pen. C'était cela aujourd'hui. Et donc Jean-Luc Mélenchon, finalement, il a repris l'argumentaire de l'extrême centre, il l'a totalement radicalisé et il essaye de bâtir un nouveau front républicain. De certaine façon, le front de Jean-Luc Mélenchon, tout ce qui est à sa droite, eh bien, ça devient l'extrême droite. Et en effet, du coup, on tombe dans une logique un peu totalitaire interne qui déjà a été dénoncée dans son propre parti. En fait, ce qui est extrêmement dérangeant, c'est à la fois en effet ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans sa haine de la presse, dans le fait qu'il veut, et je pense que c'est le plus choquant dans sa prise de parole de l'autre jour, confisquer un certain nombre de médias. Si vous commencez à confisquer des médias, qu'est-ce que vous allez ensuite confisquer ? Vous allez confisquer des entreprises, vous allez confisquer des biens immobiliers, vous allez confisquer des comptes bancaires. Mais j'ai envie de vous dire, Jean-Luc Mélenchon est l'autre face de la pièce d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, quand il parle de labellisation des médias, il est lui aussi dans une dérive peut-être pas totalitaire, mais en tout cas autoritaire. Quand Jean-Noël Barrot vous dit cette semaine, hier matin, sur France Info, qu'il souhaite mettre au pas les réseaux sociaux pour contrer l'international réactionnaire, eh bien pardonnez-moi, je vois non pas un degré de nature, mais de degré entre le totalitarisme de Jean-Luc Mélenchon et l'autoritarisme d'Emmanuel Macron. Hélène ? Moi, la question que je me pose depuis les déclarations de la France insoumise qui relèvent du totalitarisme, c'est par exemple sur le cas de Mathilde Panot quand elle dit qu'elle ne respecterait pas les institutions si le Rassemblement national venait à gagner par les urnes.
Elle est où, par exemple, Madame Yaël Braun-Pivet dans ce genre de situation? Yaël Braun-Pivet qui est présidente de l'Assemblée nationale, Mathilde Panot qui, elle, est chef des députés insoumis. Elle est où, Madame Yaël Braun-Pivet, pour effectivement faire cette espèce de rappel à l'ordre? Parce que je veux dire, il y a quand même une des chefs d'un parti de l'Assemblée nationale qui est en train de dire qu'elle ne respecterait pas les institutions. Donc là, c'est bien. Maud Bréjon, en l'occurrence, parle pour le gouvernement. Mais Emmanuel Macron et Yaël Braun-Pivet, où sont-ils quand il y a ce genre de déclaration? Oui, parce que Mme Braun-Pivet, elle s'invite dans les matinales, notamment sur France Inter, pour aller critiquer le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Charles Lalonde, parce qu'il poserait des questions qui visiblement dérangent le système. En revanche, quand Mathilde Panot, en effet, utilise ce genre de mots, quand Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'est pas à l'Assemblée nationale, j'en conviens, utilise ce genre de haine de la presse, là, Mme Braun-Pivet, en effet, n'a rien à dire, alors qu'elle est quand même garante, non seulement des institutions, mais de l'Assemblée nationale. Yvan. Oui, ce que dit Maud Bréjon est impeccable, en effet, mais simplement, il y a un double discours dans ce que tient la Macronie, ce groupe central. C'est-à-dire que quand la Macronie a théorisé, le président de la République lui-même a théorisé la tenaille identitaire en rejetant dos à dos et la France insoumise et le Rassemblement national, en laissant croire que le Rassemblement national, qui est devenu un parti souverainiste et patriote, serait également équivalent à ce parti qui s'est allié à l'islam conquérant, on voit bien qu'il y a là une perversion intellectuelle qui est cautionnée par la Macronie elle-même, par le pouvoir central lui-même. Donc c'est pour ça que je ne mets pas en doute la sincérité de Mme Maud Bréjon, bien entendu, mais je dis que malgré tout, quand il s'agira de faire obstacle, on l'a déjà vu par le passé, on a vu que la Macronie avait soutenu la France insoumise. D'ailleurs, et la Macronie et la France insoumise partagent cette même vision d'une société ouverte et inclusive, avec ce grand paradoxe que dans cette société inclusive est exclue aujourd'hui toute cette société oubliée dont je parle, dont vous avez fait l'amitié de me parler, de parler de mon livre tout à l'heure. La révolution des oubliés chez Fayard. La révolution des oubliés, des oubliés, et effectivement, ce sont ces oubliés qui sont exclus de cette société inclusive. Donc il y a ce grand paradoxe qui est cautionné aussi par le pouvoir en place. Nanterre et un reportage de Jordan Florentin pour 100% Frontières, Éric Tegner, puisque vous êtes allé à Nanterre, qui était la cité de Nahel, d'où sont parties les émeutes, et vous avez tendu votre micro. On sait que voilà, vous avez soutenu Nahel. Est-ce que vous soutenez Quentin ? Et vous allez entendre les réponses que vous avez eues. Déjà, on commence avec cet habitant qui explique qu'il fallait qu'on en arrive à un meurtre, celui de Quentin, pour que les choses bougent en France. Il explique que la gauche a tout cassé lors du meurtre de Nahel. Donc c'est un habitant qui déplore ce qui s'est passé avec les émeutes. C'est triste, mais il fallait, entre guillemets, il fallait un truc comme ça pour déclencher un peu, pour voir ce qui se passe en fait vraiment en France. Il fallait arriver à un meurtre pour que ça bouge en fait. C'est très triste en fait. Ça fait un peu comme l'histoire de Nahel, mais dans l'autre sens. C'est comme ça que je vois les choses, moi, en fait. C'est que là, c'est quelqu'un de droite qui a été tué. Et puis, après, non, je veux dire dans l'autre sens, mais je veux dire en même temps, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est dans le bon sens, quoi. Il faut que les choses bougent. Il y a trop de problèmes en France. Et en fait, il a soulevé des problèmes et ça n'a pas plu aux autres. Quand il y a eu Nahel, c'est la gauche qui est venue ici tout retourner. C'est pas la racaille, hein. Racontez-nous ce que vous avez vu pendant ce reportage et pourquoi vous avez eu l'idée d'aller là-bas. J'ai eu l'idée d'aller là-bas tout simplement parce que Pablo Picasso à Nanterre, c'est de là que part l'embrasement il y a 2 ans au moment de la mort de Nahel. C'est de là que partent toutes les émeutes. Et d'ailleurs cet homme, il faut le préciser parce qu'il a souhaité me préciser cela, il est juif, il habite dans un immeuble où il se voit avec des tags Free Palestine en plein sur son immeuble, son lieu de vie où il ne se sent plus en sécurité. Depuis son salon, il voyait toutes les émeutes qui ont lieu et il me dit, vous savez, les émeutes, elles ne sont pas uniquement le fait des racailles de ce quartier, je reprends ces mots, elles sont aussi le fait que des éléments extérieurs, des gauchistes comme il dit, sont venus s'agréger pour venir mettre le feu aux poudres. Ce quartier, c'est aussi celui qui a été énormément financé dans le cadre des rénovations urbaines, qui a reçu beaucoup d'argent de la part d'Emmanuel Macron. Beaucoup nous citent le président de la République en disant « faites-en encore plus pour nous » parce que ce quartier est un quartier paupérisé. Et certains voient dans les émeutes de Nahel le fait un simple signe de la pauvreté sociale qui a mené à ces émeutes. C'est aussi un quartier, il faut le dire, où il y a une économie parallèle qui se met en place avec des choufs, ce qu'on appelle des guetteurs qui surveillent, moi j'ai déjà filmé il y a quelques années dans ce quartier, j'ai eu des choufs qui me disaient « baisse ta caméra », je vous répéterai pas le terme, mais ça ennuie notre business. Des femmes voilées qui me disaient « mais vous êtes dingue de venir filmer ici ». C'est un quartier où, de l'aveu même d'un habitant qui s'appelle Hassan, qui a bien voulu témoigner à notre micro, me dit « ici, c'est 80% d'arabo-musulmans ». On appelle ce quartier la bande de Gaza. Donc vous voyez comment ces habitants eux-mêmes qualifient leur quartier. Et puis lorsqu'on leur pose la question sur Quentin, beaucoup me disent « on ne savait pas, nous n'étions pas au courant ». Et quand je leur demande, mais voyez la comparaison avec Nahel, ils me disent, pour Nahel, on a raison de s'émouvoir et de s'insurger parce que c'est un fait de société. Vous, votre mort, ce qui veut dire qu'il y a quasiment 2 France face à face, votre mort, c'est une rixe entre politiques, c'est moins grave. Alors écoutez justement ce que dit cet habitant sur la violence qu'il y a eu après la mort de Nahel et qu'il n'y a pas eu après la mort de Quentin.
quoi qu'on en ait dit sur certains médias, après la marche de samedi. J'ai pas vu d'émeutes, j'ai pas vu d'abus cassés, j'ai pas vu de policiers molester cet habitant. Et pourquoi les Français, eux, quand c'est leur mort à eux, Quentin, ils brûlent pas, ils cassent pas, et quand c'est Naël, c'est l'inverse? C'est aux Français de faire ça. Nous, il n'y a pas qui l'a fait pour nous. Vous croyez que les bourgeois et les riches, ils l'ont fait pour Naël? Ils n'ont rien fait pour Naël, les riches. C'était que les pauvres des banlieues qui ont fait ça. Est-ce qu'il y a 2 France irréconciliables et chaque France a son martyr? Je le pense, c'est-à-dire qu'il y a 2 France irréconciliables et il y a un traitement médiatique qui se superpose. Les émeutes, quand même, suite à la mort de Naël, ça a duré près de 3 semaines. On s'est retrouvé à 1 milliard d'euros de dégâts qui, aujourd'hui, sont mis dans les assurances des Français qui vont devoir payer tout ça. Il y a eu près de 600 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Il y a eu plus de 3500 arrestations et des condamnations dans la foulée. C'est ça qui s'est passé. Et au final, ces émeutes, elles ont pu être empêchées d'abord parce qu'à un moment, le business de la drogue devait bien continuer. Et donc les caïds leur ont dit qu'il fallait rentrer à la maison. Donc il s'est passé ça avec des politiques, avec un Emmanuel Macron qui a embrayé sur le sujet, condamnant le policier. Et dans le même temps, il y a la mort de Quentin, qui est tué par un antifa. Et aujourd'hui, il y a une manifestation qui a été diabolisée avec 3200 personnes. Pas une casse, pas une casse. Personne ne s'est fait agresser. Pas un policier blessé. Voilà cette réalité-là. Et en effet, vous avez dans ces quartiers, Quentin, ça ne leur parle pas. Et de toute façon, j'ai envie de dire, dans l'univers médiatique également, ça ne leur parle pas. Ce sont 2 France aujourd'hui, c'est la France, on en parlait hier soir également, c'est d'une certaine façon celle des honnêtes gens. On leur tape dessus en permanence, on leur tape dessus, et à chaque fois, ils disent « oui monsieur », et ils payent l'impôt tous les mois, parce que tous les mois, le fisc, lui, il est au rendez-vous. La France qui n'arrive pas à réprimer la délinquance arrive très bien à broyer les honnêtes gens. C'était les témoignages qu'on avait hier. Une dame squattée, elle demande à quelqu'un de virer le squatteur. C'est elle qui est condamnée, casier judiciaire. Et elle doit vendre sa maison à perte avec le squatteur à l'intérieur parce qu'elle ne peut pas l'enlever. C'était que ça hier soir. Que des témoignages où la justice n'était pas du côté des victimes, mais était plutôt du côté du délinquant avec des peines très laxistes, avec des exemples à l'appui. Donc j'espère que Éric Dupond-Moretti regardera le replay de l'émission 100% politique d'hier soir. On va se retrouver dans un instant. On va continuer à parler de Nanterre. Et puis, on va parler de Némésis. Vous avez vu que, vous l'avez dit, Yvan, l'humanité, mais surtout la France insoumise, veut dissoudre le collectif Némésis qui, vous le savez, a manifesté devant Sciences Po Lyon avec une banderole contre la venue de Rima Hassan. Et suite à cela, il y a eu le meurtre de Quentin. Et puis, on parlera de la mise au pas des réseaux sociaux que souhaite Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, à la veille de 2027. Ça promet. Parce que Maud Bréjon, elle s'en prend à LFI qui veut mettre au pas les médias. C'est ça. Je l'invite à regarder à la table du gouvernement son collègue Jean-Noël Barrot. Lui, c'est les réseaux sociaux qui veut mettre au pas. A tout de suite. Dernière partie de 100% Frontières pour ce matin. Je voulais quand même vous montrer une image puisqu'on parlait de Quentin et on faisait le parallèle puisque vous êtes rendu à Nanterre, Jordan Florentin, où il y a eu les émeutes pour Naël. Les images de ces funérailles dans la stricte intimité familiale hier, dans cette église Saint-Just à Lyon, où il avait l'habitude d'aller prier, puisque vous saviez que Quentin était converti au catholicisme, mais je crois qu'il avait même poussé ses parents aussi vers la foi. Parrain de confirmation de son père. Voilà, vers la foi catholique. Donc je voulais simplement vous montrer cette image pour qu'on ait une pensée ce matin pour Quentin et pour ses parents. À Nanterre, donc suite à l'affaire Quentin, ce riverain, cet habitant de Nanterre, réfléchit à quitter la France à cause de l'insécurité. C'est ce qu'il a dit à votre micro, Jordan Florentin. Quand j'entendais l'histoire de Quentin, j'ai froid au dos, frérot. Je dis la vérité. Ça me fait peur. Moi, j'ai des enfants. Mon fils, il a 17 ans. Ma fille, elle a 18 ans. Moi, je suis en train de réfléchir. Peut-être que je vais rentrer au bled, définitivement. Je ramène mes enfants. C'est très fort ce que dit ce monsieur. Je vais rentrer au bled parce qu'il y a moins d'insécurité là-bas qu'ici. Bien sûr, non mais c'est extrêmement fort. Mais là où je voudrais revenir, c'est qu'il y a quand même un élément quand même assez révélateur de tout ça, c'est qu'il y a une politisation aussi d'éléments extérieurs qui sont venus mettre du feu sur les étincelles au moment de la mort de Naël. C'est des éléments de gauche qui sont venus. On a vu un tag marqué la Jeune Garde, ce groupuscule qui a été fondé par Raphaël Arnaud, qui est impliqué dans la mort de Quentin à Lyon. Et dessous, vous voyez zone antiraciste. C'est une zone qui est non seulement antiraciste, mais qui est aussi anti-flic, anti-journaliste, parce qu'on a une séquence également avec un habitant, Hassan, qui habite dans ce quartier depuis plus de 20 ans et qui me dit, cette zone-là, même avec moi, vous ne pouvez pas y aller parce qu'il y a des guetteurs qui vont vous casser votre matériel, vous casser votre caméra. Et on sait très bien qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui sont complètement interdits à toute personne étrangère à ce quartier. Eric s'était rendu à Crépol après la mort de Thomas, il le sait. Il faut avoir beaucoup de courage d'ailleurs pour toute personne étrangère à ce quartier pour s'y rendre. Et un monsieur qui vit
qui est, je le disais tout à l'heure, de confession juive, me disait, vous savez, au moment des émeutes de Naël, ce ne sont pas uniquement les racailles qui ont soulevé, qui ont embrasé le quartier, ce sont des éléments extérieurs qui sont venus parce qu'au moment où la police intervenait, eh bien, les racailles, elles, savaient où se cacher, les autres ont pu être interpellés parce que c'était des gens extérieurs au quartier qui ne connaissaient pas tout ça. Donc on peut se poser la question de savoir si c'était la jeune garde ou des éléments antifa qui étaient venus embraser le quartier. On va voir une dernière séquence avec un habitant qui était très inquiet pour vous, puisque vous êtes allé donc dans cette cité Pablo Picasso. Mais Éric Tegner, on va faire un parallèle extraordinaire. On va faire un parallèle du syndicat de la magistrature, ce syndicat d'extrême gauche. Vous allez voir comment ils ont parlé de Naël et comment ils ont parlé de Quentin. On va commencer, je le dis pour Adrien Fontenot, avec quand ils ont parlé le 30 juin 2023 de Naël. Ne nous y trompons pas, cette rhétorique du respect du travail de la justice servie ad nauseum par le gouvernement, puisqu'on se souvient que Éric Dupond-Moretti avait demandé des sanctions fermes. Il s'était réveillé un matin, il avait changé. Le chef de l'État, certains syndicats de police et tous les détracteurs habituels de l'indépendance de la justice ne servent qu'un objectif, celui de ne pas regarder en face la question systémique que soulève une fois encore la mort d'un adolescent d'un quartier populaire sous les balles de la police. Voilà ce que disait le syndicat de la magistrature, un adolescent d'un quartier populaire sous les balles de la police. Question systémique que soulève encore une fois la mort d'un adolescent. Et donc pour Quentin, c'était le 24 février dernier, alors que les magistrats, .e.s et les magistrates, écriture inclusive, ont besoin de sérénité pour œuvrer, nombre de responsables politiques se sont empressés de désigner des coupables avant l'heure. C'est extraordinaire, ce poids de mesure du syndicat de la magistrature, qui choisit ses victimes, les victimes à défendre, les bonnes et les mauvaises victimes. Oui, vous avez parfaitement raison, Gauthier. C'est très intéressant de mettre vraiment en juxtaposition ces deux communiqués. Ce communiqué, il date uniquement d'hier. C'est-à-dire que lorsque Naël est tué, de toute façon, il faut tout de suite condamner la police. Qu'a fait Emmanuel Macron? C'est ce qu'on disait au début de cette émission. L'extrême centre amplifie aujourd'hui une partie du discours de la gauche radicale. Donc il fallait condamner ce policier qui va avoir un procès, mais qui est présumé innocent. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, pour le cas de Quentin, où pourtant il y a le procureur quand même, c'est-à-dire quelqu'un faisant partie de la justice, qui explique qu'il y a des membres antifa, tout ce qui sort aujourd'hui montre l'implication de la jeune garde. C'est rare d'avoir une enquête où on a autant d'éléments aussi vite. Dans le cas de la mort de Thomas, par exemple, c'était pas exactement la même chose. Et là, présomption d'innocence. Il faut gagner le plus de temps possible. On ne peut pas savoir. Et c'est la faute de qui? C'est la faute de l'extrême droite qui instrumentalise. Qui a instrumentalisé après la mort de Naël? Qui? C'est la France Insoumise, c'est Emmanuel Macron, c'est le syndicat de la magistrature. À nouveau, ce qui les dérange, c'est qu'en fait, il y a les bonnes et les mauvaises victimes, il y a les bons et les mauvais martyrs. Très frappant, Yvan Rioufol, ce syndicat de la magistrature et ces deux communiqués à 2 ans d'intervalle. Pas les mêmes mots pour les mêmes victimes. Oui, cela rappelle qu'il y a d'abord une fracture territoriale, une fracture identitaire qui maintenant oppose deux France, mais il y a une fracture idéologique qui donne la préférence étrangère, naturellement, à cette France dite diversitaire. Mais simplement, ce n'est pas une nouveauté. Rappelez-vous que... Alors, la préférence étrangère, Naël était français. Oui, non, mais en d'origine, l'occurrence, les regards se tournent, eux, vers cette France diversitaire qui est présumée, en effet, inattaquable. Et simplement, moi, je suis ces affaires-là depuis maintenant bien longtemps, et au moins dès les années 2000, c'est-à-dire lors de la deuxième intifada en Israël, on a vu à quel point les mouvements antiracistes français eux-mêmes avaient fermé les yeux sur cette montée de l'antisémitisme qui avait poussé les populations juives des banlieues, singulièrement de Seine-Saint-Denis, de quitter précisément sous la pression de ces intifadas qui étaient revendiquées déjà à l'époque sous l'indifférence de tous ces mouvements antiracistes. Et aujourd'hui, on se rend compte en effet que non seulement il y a eu des ghettos, mais que ce repliement identitaire, cette revendication identitaire qui n'est simplement permise que pour les personnes de la diversité est criminalisée pour ce peuple oublié, encore une fois, pardon de revenir là-dessus, mais ça me semble être fondamental, effectivement, de la grave crise existentielle qui maintenant irrite une grande partie de la population française. Alors, cet habitant dont je parlais, Jordan Florentin, qui vous a dit « oulala, n'allez surtout pas à la cité Pablo Picasso, ils vont vous casser votre matériel. Enfin, certains vont vous casser votre matériel. » Écoutez cet habitant. Bon, là, c'est un quartier très très chaud. Si vous rentrez dedans, ils vont vous dire « jette la caméra ». De jeter la caméra? Même vous avez peur d'y aller? Non, je n'y viens pas parce qu'ils vont me dire « pourquoi tu les ramènes ici ?» Et même vous avez peur d'y aller alors? Pas peur d'y aller. Vous voulez leur poser des questions? Vous voulez retrouver votre caméra par terre et votre micro cassé? C'est dingue de casser le matériel d'un journaliste? Non, je ne veux pas vous le casser. Mais c'est des gens, ils sont en train... Attendez, on parle d'une bande de 3-4 jeunes qui ont 15 ans. Je ne vais pas vous dire pourquoi ils sont là. Ils sont là pour un but. Ils sont là pour gagner de l'argent. C'est pas Macron qui va leur donner ça. Ce qu'on appelle des choufs. Non, c'est ni des choufs, c'est ni rien du tout. Cherchez pas à comprendre, monsieur. C'est un quartier chaud, 93, Saint-Denis, Stein. Attention, monsieur, à ce que vous faites. Et la police n'intervient pas ici? Mais pourquoi vous voulez que la police intervienne?
Il vous a prévenu qu'il ne fallait pas tourner autour d'eux. Mais c'est pas eux qui font la loi quand même. C'est dans les quartiers, c'est eux qui font la loi maintenant, monsieur. Partout, dans toutes les banlieues. Hein. La police a la peur de rentrer. Il n'y a qu'une voiture qui vient. Ils viennent vraiment quand il y a vraiment un truc dangereux. On a tout compris, mais un mot de conclusion, Jordan Florentin. On a tout compris. On parlait tout à l'heure de France. On en a une ici qui fait sa loi, qui a un contre-État, une contre-économie, une contre-société, où Hassan, cet habitant, nous dit 80% de musulmans dans cette cité. Et vous avez, on en parlait tout à l'heure, Alefit qui vient ensuite faire son beurre avec des tags de la Jeune Garde, éminemment liés dans ce quartier. Bonjour Mathilda, vous êtes du collectif Némésis. Bonjour Gauthier. Et la France Insoumise veut votre dissolution. On l'a entendu hier à l'Assemblée nationale avec Hugo Bernalicis, puisque le journal communiste L'Humanité vous a mis en cause, d'autres chaînes info aussi, disant que vous seriez utilisé comme appât par l'ultra-droite pour attirer les militants d'extrême gauche, puisque, alors j'adore parce que c'est un gigantesque but contre son camp. Si vous dites que Némésis servait à attirer les militants d'extrême gauche, c'est-à-dire que vous reconnaissez que les militants d'extrême gauche vont casser la gueule aux femmes de Némésis. C'est ça que ça dit. C'est QFD. C'est ça que ça dit. Oui. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, puisqu'on l'a vu dans le passé, comment vous pouviez être prise pour cible devant Sciences Po Lyon. Je pense à votre collègue Anaïs qu'on avait tiré par la queue de cheval, place de la République, etc. Donc vous voyez cette séquence entre LFI et le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale sur votre dissolution. Monsieur le ministre de l'Intérieur, avez-vous pris connaissance des révélations publiées par l'Humanité concernant les liens entre des militantes du collectif d'extrême droite Némésis et des néo-nazis du groupe Audace? Je vous les lis. On peut être 2 ou 3 filles à tracter là où vous voulez les choper, un peu pour faire l'appât. Ces échanges intervenus en octobre dernier à Lyon visaient à organiser un guet-apens contre des militants antifascistes. Allez-vous saisir la justice pour demander la dissolution judiciaire du collectif Némésis? Moi, je suis un républicain, je suis un ministre de l'Intérieur républicain. Il n'y a aucun groupe qui échappe au contrôle et à la vigilance des services qui sont placés sous mon autorité. Vous savez que les règles de dissolution, elles sont très claires. En police administrative, tout groupement qui appelle à la violence, qui appelle à la discrimination, à la haine, est susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. Aucune structure n'y échappe, y compris les groupuscules de la mouvance, identitaire à laquelle appartient Némésis. Que les choses soient claires, Dans l'esprit du ministre de l'Intérieur que je suis, c'est le cas. Et ensuite, j'analyserai, comme je le fais pour tous les groupes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, s'ils rentrent dans le cadre de la dissolution ou pas. Concernant la saisine de la justice, il y a une enquête judiciaire qui est en cours sur les faits de Lyon, et je ne doute pas que si elle le devait, les magistrats n'hésiteront pas à étendre leurs investigations là où elles le doivent. Peut-être même dans vos rangs, comme dans d'autres rangs. Qu'est-ce que vous répondez à la France Insoumise, au collectif Némésis qui veut votre dissolution? Eh bien, la France Insoumise reprend les propos du journal L'Humanité, qui est un journal de propagande communiste. Ce même journal qui avait initié une tribune contre la dissolution de la Jeune Garde en mai 2025, donc il y a moins d'1 an, alors même que la Jeune Garde était déjà connue pour des faits de violence. On se rappelle de ce jeune juif de 15 ans qui avait été tabassé dans le métro par des membres de la Jeune Garde. Visiblement, ça n'a pas dérangé l'Humanité d'initier une tribune pour les soutenir. Donc, écoutez, c'est un journal communiste qui est subventionné à hauteur de millions d'euros d'argent public et qui aujourd'hui tente de salir Némésis pour une seule raison, pour défendre la Jeune Garde. Là, nous avons des militantes, si vous voulez, qui sont menacées de mort. On reçoit des dizaines de messages de menaces de mort. Notre militante Yona a été menacée jusqu'à son domicile, qui est placé sous protection policière. Donc, est-ce qu'on se rend compte de la cible que place dans le dos le journal L'Humanité et les membres de LFI derrière des militantes de 25 ans qui font 50 kilos et qui ont juste eu le malheur de déployer une banderole. Vous avez une militante sous protection policière, dont le domicile est sous protection policière. Tout à fait, dont le domicile est sous protection policière. C'est notre militante Yona. Elle a été appelée par un homme dont on ne connaît pas encore l'identité, mais qui est certainement un homme d'extrême gauche, qui l'a menacée au téléphone en donnant son adresse exacte. Il a appelé précisément le père de Yona en lui disant qu'il allait venir la chercher. Voilà où on en est. Éric Tegner. Moi, je suis sidéré, je le dis depuis la mort de Quentin, déjà que les porte-paroles du collectif Némésis ne soient pas intégralement mis sous protection policière. C'est-à-dire que quand on connaît bien l'extrême gauche, quand on suit l'extrême gauche, on sait qu'il y a une cible, c'est Némésis. C'est-à-dire que parfois, vous savez, c'est difficile lorsqu'il y a un drame de dire oui, mais on ne pouvait pas tout savoir, on a un manque d'effectifs, etc. Là, c'est un cas très concret, pardonnez-moi, parce que Quentin, son meurtre,
c'est d'une certaine façon un dommage collatéral par rapport à la cible initiale. La cible initiale des Antifa, c'était le collectif Némésis avec 3 de vos militantes qui ont eu des jours d'ITT, 2 jours d'ITT, 3 jours d'ITT et 8 jours d'ITT, il me semble. Et ça, visiblement, ça n'a pas été vu. Cette vidéo, on la voit se faire étrangler et mettre au sol. Ça n'a pas été vu non plus. Pardonnez-moi, lorsque ces dernières années, on a eu d'anciens premiers ministres, on se rappelle Édith Cresson, qui avait des protections policières alors qu'elle n'était absolument pas menacée, qu'on a un gouvernement qui a dit que la cause des femmes était numéro 1, se dire qu'on est incapable de mobiliser des policiers pour aller protéger Mathilda, pour aller protéger Alice, pour aller protéger Anaïs, moi, ça me paraît proprement scandaleux. Et le problème, c'est quoi? C'est que si demain, il y a un drame, ça sera de leur responsabilité. Je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à s'endormir le soir sans avoir la crainte un jour d'avoir une terrible nouvelle, parce que c'est vraiment ce que je pense qui peut arriver pour les accompagner souvent avec nos équipes sur le terrain. Mathilda, vous avez fait un communiqué. En 6 ans d'existence immaculée sur le plan judiciaire, le collectif Némésis a constamment condamné l'usage de la violence physique comme un mode d'action politique et a toujours été très ferme et clair dans sa dénonciation des idéologies totalitaires et néfastes pour les femmes telles que l'islamisme ou le nazisme. Il est parfaitement mensonger et diffamatoire de nous imputer une routinière co-fabrication de guet-apens avec des néo-nazis, comme l'écrit l'Humanité. Des poursuites pénales seront engagées contre ceux qui affirment le contraire. Je vous propose de voir une séquence parmi tant d'autres où vous-même vous étiez prise pour cible. Monsieur, c'est une journée contre les violences aux femmes, vous les traitez de fascistes? Je traite le collectif Némésis de fascistes. Déjà, commencez pas à me avouer que de moi comme ça. Vous voulez pas de femmes dans vos manifestations contre les violences faites aux femmes? Pas de fascistes, c'est une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, antiracistes et anticoloniales. Vous les traitez de fascistes, vous n'avez pas l'impression que vous êtes violente vous-même? Bah, je suis peut-être violente contre le racisme, mais voilà. Voilà le féminisme à géométrie variable, Mathilda. C'est un très bon exemple. En 6 ans d'existence, le collectif Némésis n'a jamais été mis en cause pour des faits de violence. En revanche, nous subissons de manière extrêmement régulière, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait des happenings, à chaque fois qu'on fait des manifestations, à chaque fois qu'on se rend dans la rue, nous sommes menacés par l'extrême gauche et nous sommes parfois victimes de violences. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Gauthier, notre militante Anaïs avait été tirée par les cheveux et projetée au sol lors simplement d'un happening sur la place de la République. Mais je veux dire, ça c'est attaqué dans le dos, comme d'habitude. Bien sûr, attaqué dans le dos. Ça aurait pu être très dangereux. Et d'ailleurs, devant Sciences Po, devant le meeting de Rima Hassan, l'une de nos militantes a été étranglée et projetée au sol. Elle a eu 8 jours d'ITT. Voilà et une minerve. Et une minerve, évidemment. Et voilà ce que subissent les membres du collectif Némésis lorsqu'elles font des happenings qui sont médiatiques. Nous avons une charte dans laquelle les militantes sont sommées de ne jamais utiliser la violence. Et c'est le cas. Nous n'avons jamais été condamnés à aucun fait de violence. On peut ne pas aimer nos prises de position. On peut ne pas être d'accord avec le discours de Némésis. Je l'entends complètement. En revanche, on ne peut en aucun cas nous imputer un seul fait de violence. C'est nous aujourd'hui qui sommes victimes. Ce sont nos membres qui sont victimes de violence. Et d'ailleurs, les femmes qui nous rejoignent quasiment toutes parce qu'elles ont vécu de l'insécurité ou des violences sexuelles. Je veux qu'on parle d'un dernier sujet avant de passer la main à Élodie Huchard. Éric Tegner, c'est les réseaux sociaux. Puisque Jean-Noël Barrot a déclaré qu'il fallait mettre au pas les réseaux sociaux. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, une formule choc pour dénoncer, selon lui, l'influence croissante de ce qu'il appelle l'international réactionnaire à l'approche de la présidentielle 2027. C'est une dérive autoritaire. C'est une dérive autoritaire aujourd'hui qui est mise en place par le gouvernement français conjointement à la Commission européenne. C'est-à-dire qu'ils sont tétanisés de toute façon avec l'émergence, par exemple, d'Elon Musk sur X, qui a dit d'ailleurs, qui a envoyé ce message en disant « vous êtes le média ». Et donc leur objectif, c'est d'essayer de tout verrouiller. Mais rappelons un élément, les réseaux sociaux, c'est ce qui permet énormément de choses. Sans les réseaux sociaux, on ne serait pas au courant d'un certain nombre de faits d'insécurité, d'un certain nombre de meurtres, parce qu'il ne faut pas compter, par exemple, sur la presse locale. Et moi, je ne comprends pas que ce parti, Emmanuel Macron, qui s'est dit quand même le candidat libéral en 2017, tous ces 10 libéraux qui sont aujourd'hui avec Emmanuel Macron veulent verrouiller les réseaux sociaux. En fait, ils veulent faire en sorte que nos téléspectateurs, qui peuvent être sur Facebook, sur X, sur Instagram, eh bien, s'ils tiennent tel type de propos, s'ils véhiculent
telle image, par exemple, d'une agression, juste pour la déplorer, pour finalement dire ça n'est pas normal, pour essayer de dire voilà ce qui s'est passé dans mon quartier, eh bien non seulement ça sera censuré, mais en plus ils pourront être poursuivis. Et un dernier élément, moi ce qui me surprend, c'est qu'il y a un autre élément qui passe sous les radars aujourd'hui, c'est le projet d'Aurore Bergé qui veut aujourd'hui lutter contre la haine en ligne. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place une série d'associations déjà subventionnées par l'État qui vont vous dire non, Jules Torres, votre tweet il n'est pas bien, on va le supprimer et on va vous poursuivre en justice. Et qui ils ont décrété comme association faisant partie de ce collectif SOS Racisme. Alors Jordan Bardella a réagi, vous le voyez, le président du RN, après la tentative de verrouiller les institutions, la volonté de mettre au pas les réseaux sociaux qui ne leur conviennent pas. Avec la dérive illibérale qui les caractérise désormais, les macronistes sont prêts à piétiner la démocratie pour conserver une influence à tout prix. Ces déclarations sont particulièrement préoccupantes. Jules Torres, c'est très intéressant. D'un côté, on a Maud Bréjon qui dénonce le caractère totalitaire, dit-elle, de Jean-Luc Mélenchon avec la presse. Et de l'autre, il y a Jean-Noël Barrot qui propose de mettre au pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas une différence de nature, mais de degré entre Jean-Luc Mélenchon et la Macronie. Et quand Jean-Noël Barrot dit qu'il veut mettre au pas les réseaux sociaux, ce n'est pas tous les réseaux sociaux. C'est juste ceux qui véhiculent l'international réactionnaire, entre guillemets. C'est X. Hors de question, par exemple, d'aller sur Blue Sky, qui aujourd'hui est possiblement le réseau social de l'international progressiste, qui peut, par exemple, dire que Quentin a mérité sa mort. Pas question d'aller, par exemple, sur TikTok. TikTok qui, aujourd'hui, est très nuisible au cerveau de nos enfants, qui fait complètement de l'ingérence avec des algorithmes qui objectivement sont extrêmement problématiques. Non, le sujet c'est X, où en effet vous avez un certain nombre de lanceurs d'alerte qui nous permettent, et même à nous journalistes, de connaître un certain nombre de sujets, parce que c'est des personnes qui, comme F de Souche, comme French Carcan, comme John de Lorraine, qui regardent un certain nombre de choses. Et c'est vrai que, par exemple, cette prise de parole de Jean-Noël Barrot à 8h30 sur France Info, c'est John de Lorraine qui l'avait trouvé sur les réseaux sociaux, qui l'a publié et qui a permis de mettre ce sujet dans le débat public. Donc évidemment que X aujourd'hui est un réseau social extrêmement important, mais vous savez, c'est une dérive autoritaire que l'on voit à chaque fois lors des fins de règne. Il reste 14 mois à Emmanuel Macron pour faire des choses. Et il veut qu'on retienne quoi, Emmanuel Macron? D'abord qu'il a fait voter cette fameuse loi qui va mettre fin à la vie de centaines de milliers de personnes, puisque le projet de loi actuel concerne 1 million de personnes qui sont concernées par l'euthanasie, mais qui veut aussi mettre au pas un certain nombre de médias pour pouvoir dire ensuite, vous voyez, l'internet réactionnaire était là et moi, j'ai réussi à la stopper. Un mot très rapide, Yvan Rioufol. La révolution numérique accompagne cette révolution conservatrice. Or, la révolution numérique, maintenant, est devenue le 4e pouvoir qui était jusqu'alors dévolu aux médias traditionnels. Et le gouvernement, j'imagine, a fait cette analyse, en effet, de voir que les médias lui échappant, cette révolution numérique lui échappe aussi, parce que c'est là que se fédère aujourd'hui toute la parole dissidente, toute la parole libre, précisément. Et donc, en effet, vous avez une régression liberticide qui est portée par le gouvernement lui-même, en essayant de faire taire, c'est l'obsession maintenant du président de la République, depuis d'ailleurs son premier mandat, de faire taire une partie de cet Internet afin de laisser le centre s'établir dans sa dynamique despotique de mon point de vue. Ah oui, despotique. Vous terminez fort. C'est une conclusion sèche. Voilà. Et vous savez autant je la vois à la France insoumise. Oui, vous voulez dire dérive autoritaire. Voilà, dérive autoritaire. Ils veulent étendre les pouvoirs de l'Arcom aujourd'hui aux réseaux sociaux, aux podcasts, etc. Et c'est pas sous LFI qu'une chaîne a fermé de l'audiovisuel. Vous avez bien raison de le rappeler. Et on avait dit que c'était un dangereux précédent. Merci Eric Tegner. Merci Gauthier. Merci à toute l'équipe. On se retrouve ce soir pour 100% politique. Tout de suite, c'est Élodie Huchard pour Midi News. Et demain, 11h, évidemment, le retour de 100% Frontières. À ce soir, 21h.